Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Et ça y est, on est entré la semaine dernière dans le vif du sujet avec les previews de la saison. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode et pour ce faire, je suis évidemment en excellente compagnie. Tout d'abord, on va avoir besoin de lui notamment pour parler trade et finances, mais pas seulement bien sûr. C'est Tom qui est avec nous. Comment ça va Tom? Très bien, écoute, content d'enregistrer avec vous, content de se lancer dans les previews et aussi content d'accueillir un nouveau membre de l'équipe de Mcabdo. C'est ça, il est fort. J'ai cru que t'allais tout gâcher, t'allais spoiler ce qui arrive. Mais effectivement, la semaine dernière, vous avez découvert notre premier rookie de l'année, issu de notre intersaison, donc forcément cet été. Eh bien, nous en avons un deuxième avec Tom et moi aujourd'hui. C'est Greg. Greg que vous avez peut-être vu, puisqu'il contribue notamment au roster, qu'il est aussi un des membres du fameux podcast Valley-Oop autour des Suns, ce qui va peut-être servir d'ailleurs aujourd'hui. Donc tout d'abord, comme le disait Tom, bienvenue Greg, comment ça va? Bah, ça va très bien, ça va très très bien. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Ravi de rejoindre Dunk Hebdo. J'avais très envie de parler de toute la NBA la saison prochaine, parce que j'avais un peu annoncé quelques semaines avant que vous passiez l'annonce. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai dit c'est bon, les planètes sont alignées. Elles sont encore plus alignées que pour les Suns, ce qui est pas difficile. Et du coup, me voilà quoi. Et puis la question qu'aime beaucoup poser Ben, c'est comment tu te sens pour la première? Ça va? Ouais, Bien bien, ça installé, pas va. trop Ouais. stressé, tout va bien? Non, ça va, ça va, ça va. On va rigoler. Il y a quelques portes dérobées dans mon savoir sur les autres équipes. Il faut quand même que je présente une certaine humilité vis-à-vis de mon savoir sur les autres équipes qui est moins peut-être pertinent que sur les Suns. Mais on va faire de son mieux et puis on va le faire surtout avec les bienveillances habituelles de nos viewers. C'est ça, et puis surtout là on a une longue partie, comme je disais, on est sur le deuxième épisode de nos previews de cette année, une preview en 3 parties avec une sélection donc de 10 équipes, une sélection en maison en fonction, on en reparlera de leur over-under qui est la prévision du nombre de matchs remportés sur la saison prochaine selon les différents parieurs du côté de Las Vegas. Si vous voulez plus de détails, vous avez bien sûr la longue présentation de Ben dans l'épisode 1 de nos previews que je vous invite bien sûr à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et pour nous, pas de temps à perdre. Le rappel protocolaire, évidemment, vous pouvez retrouver Dunk Hebdo un peu partout, aux plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. Ou comme disait Ben d'ailleurs également, vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous voir sur YouTube, mais aussi à venir interagir avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir, globalement, puisqu'on découvre aussi l'expérience des commentaires YouTube. Voilà, c'est une expérience. Et puis, il y a aussi l'expérience Twitter que tout le monde connaît. Vous pouvez nous retrouver, nous suivre. N'hésitez pas à nous rejoindre. Mais j'ai assez parlé pour cette intro. Place à la petite pause et on se retrouve pour la suite de nos previews de la saison NBA 2024-2025. Gna gna gna, elle sert à rien la pause. Alors, messieurs, je rappelle que pour nos previews, on a décidé de se poser une question. Une question centrale, une question et demie parfois par équipe, mais surtout, pour attaquer notre épisode du jour, on a décidé de mettre donc notre rookie dans sa zone de confort. Évidemment, Greg, tu l'as compris, on va parler des Phoenix Suns. Donc, je le rappelle, les Phoenix Suns, c'est 49 victoires, 33 défaites la saison dernière, 6e à l'Ouest, 9e attaque, 12e défense selon Cleaning the Glass, c'est les stats de Cleaning the Glass que je vais utiliser tout au long de l'épisode. Un over-under, puisque voilà, c'est le terme à 46,5, donc on va dire plutôt confiant du côté de Vegas. La question qu'on se pose et que je te pose, Greg, pour démarrer aujourd'hui, est-ce que cette année, Budenholzer peut parvenir à moderniser, avec tout ce que ça implique, tout ce que ça sous-entend, l'attaque des Suns? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense du bien de cette question. Je pense que c'est la question la plus pertinente de l'intersaison, au-delà du fit des joueurs et de la continuité, parce qu'ils finalement sont pas des questions. J'y crois fort. J'y crois fort pour la simple et bonne raison, c'est que si on m'avait donné un coach pour faire en sorte que l'équipe se modernise, j'aurais clairement dit Budenholzer dans les premiers noms, avec peut-être, je sais pas, Will Hardy et ce genre de profils qui ont des idées très, disons, up-to-date sur le basket qui se joue en ce moment en NBA et qui se jouera sans doute demain d'ailleurs. Mais Mike Budenholzer me paraît avoir le profil à la fois mathématique, intelligent, proche de ses joueurs aussi, et la fermeté dont peut-être Frank Vogel n'a pas su faire preuve l'an dernier, ou en tout cas n'a pas su utiliser à bon escient l'an dernier, puisqu'il a perdu son vestiaire, on ne sait pas trop quand dans la saison, mais il l'a bel et bien perdu. Et je pense que, en tout cas, c'est ce qui ressort du Media Day, les joueurs semblent acquis à la cause des idées de Mike Budenholzer, et du coup, ça sent bon. Et sur cette modernité, on parle finalement d'un jeu à la fois insistant sur les drives et avec un gros volume de shoot à 3 points. Et je faisais mes petits calculs hier, il faut pas grand-chose, mais il faut quand même que cette chose arrive, quoi. Oh, une bonne présentation, une bonne entrée en matière. Tom, je t'ai vu beaucoup acquiescer. Toi aussi, tu es plutôt optimiste pour que voilà, cette attaque des Suns centrée évidemment autour de KD, Booker et Bill, mais pour que voilà, autour de ces 3 joueurs qui ont peut-être d'ailleurs un profil de shoot pas forcément moderne, et je mets 14 guillemets autour de tout ça, mais qu'autour de ces 3 joueurs, on retrouve quelque chose
très 2024 finalement. Ouais, je pense qu'il y aura quelque chose d'assez intéressant avec l'arrivée de Budenholzer. On parle beaucoup de son optimisation des stars, mais c'est quelqu'un qui optimise aussi très bien les role-players. On a vu qu'au Media Day, il y a eu notamment vous avez parlé de Bol Bol. D'ailleurs, vous en avez parlé, Greg, dans le dernier Value qui est paru. Ouais. Que vous avez parlé de Bol Bol, le rôle que potentiellement il pourrait avoir. On a eu le cérémonial Nurkic qui prend des tirs à 3 points, tout ça. Mais je pense que, enfin, globalement, voilà, c'est-à-dire que ce qui est intéressant avec le moule de Budenholzer, il met les joueurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils fassent ce qu'ils savent faire, ou du moins pour pour ceux qu'ils font, pour ceux qu'ils vont réussir à faire, pardon, le maximum d'écho à l'équipe. Donc, on va avoir pas mal de joueurs interchangeables autour de ce noyau de 3 joueurs. Et je trouve que il peut y avoir quelques questions qui vont subsidier qui vont rester, entre guillemets, en suspens par rapport à la défense, puisqu'on sait que c'était un peu le point fort de Frank Vogel l'an dernier, d'avoir pu avoir un effectif qui n'est pas fait pour défendre aussi bien. Donc là, on va les attendre pour garder un tel niveau défensif, mais pour moi, il n'y a pas de doute avec l'arrivée de Budenholzer à quel point le niveau offensif va être dopé. Ouais, du coup, je vais un peu utiliser ce que vient de dire Tom pour te relancer la balle, Greg, sur le niveau de confiance et ce qu'on peut avoir, parce qu'on parle bien sûr, c'est une preview de la saison régulière, donc ce qui va se passer sur les 82 matchs. Donc il y a effectivement cette attaque, il y a l'équilibre autour des 3 stars. Alors a priori, et aussi il y a la question, bon, pour l'instant on l'a pas évoqué, mais la question du temps de jeu de ces joueurs-là, des blessures, des présences de Bill, de Booker et de Durant, de l'équilibre. Est-ce qu'on est confiant d'avoir des bases stables au fur et à mesure, que ce soit avec les 3, quand les 3 vont devoir s'échanger les temps de jeu, et aussi les rotations au fur et à mesure de la saison avec le banc, qui est aussi une vraie question cette année du côté des Suns. J'ai l'impression qu'il y a un sujet qui a été assaini la saison passée, c'est la gestion des blessures et la qualité d'écoute des joueurs sur les prescriptions médicales. Et notamment, on l'a vu avec Bradley Beal qui a essayé de revenir trop tôt dans la saison, et finalement, les médecins de l'équipe lui ont dit non, tu restes au chaud et tu reviens quand vraiment on te dit de revenir. Et ça a fonctionné. Bradley Beal a réussi à jouer quasi l'intégralité de la saison à partir de son grand retour. Et sur Devin Booker, il s'est passé exactement la même chose. Quant à Kevin Durant, c'est un vrai sujet, mais je trouve que le qualificatif injury prone est peut-être un tout petit peu surévalué sur Kevin Durant. Il a été gravement blessé, il s'est tordu la cheville quand il est arrivé aux Suns en 2023, mais depuis, ça tourne bien. Pour un joueur de cet âge-là, ça tourne bien. Donc, j'ai bon espoir de voir ces joueurs jouer au minimum 60-65 matchs chacun, ce qui serait déjà pas trop mal, honnêtement. D'avoir, c'est ça, une vingtaine de matchs ratés dans la saison, c'est déjà beaucoup. Mais je pense qu'il y a moyen de voir ce trio ensemble sur un volume de minutes largement supérieur aux années précédentes. Juste par leur sérieux vis-à-vis des équipes médicales et de leur écoute, quoi. Et ça, c'est évidemment un facteur qui est déterminant, parce que la saison dernière, effectivement, on fait top 6 parce qu'il y a beaucoup de blessures, etc., etc. Mais je pense que le plafond d'une équipe en santé, et aux Suns en particulier, est beaucoup plus haut que dans d'autres équipes, parce que le star power, comme dit Tom assez souvent, le star power est quand même assez important. On est sur une équipe évidemment qui est, à reprendre un anglicisme encore, qui est assez top heavy. Et donc dernière question, parce que on a à peu près résumé, je pense qu'on est assez confiant autour de ces Suns. La dernière question, je sais pas, je vais me retourner vers toi Tom, mais évidemment c'est un peu pour tous les deux, c'est en termes de rôle, parce que si on parle de moderniser l'attaque des Suns, ça sous-entend que alors j'allais dire ou Bill ou Booker, mais probablement un peu des deux, vont devoir adapter leur régime de tir ou leur jeu. Bon, Bill a l'air d'être, dans les premières déclats qu'on a vu des Media Day là, qui arrivent en ce moment, d'être plutôt dans cet esprit positif de s'adapter, d'adapter sa prise de tir, son rôle en attaque, en tout cas pour correspondre à tout ça. Est-ce qu'on est confiant sur le fait que ça peut fonctionner? C'est quand même des profils, je réponds un petit peu à ma propre question, j'ai un avis. Théoriquement, c'est des profils de joueurs, Booker et Bill, qui sont capables de rentrer dans ces rôles, et on l'a vu notamment avec Booker cet été. Oui, ça encore une fois, c'est le fonction et le rôle que tu leur donnes, hein. Cette année, avec l'arrivée potentiellement de Tyus Jones, qui normalement devrait starter, hein, comme tu avais pu le dire, Greg. J'allais taper Greg, bon, comme il y a le droit. C'est aussi son prénom. Il y a aussi ton prénom, finalement. Du coup, avec l'arrivée de Tyus Jones, il y a pas mal de choses où, par exemple, on avait
pas mal ces joueurs-là qui attaquaient les défenses de façon frontale, sans premier décalage ou sans mouvement préalable. Là, on peut se dire que ben voilà, ils vont partir d'un décalage, ils vont recevoir le ballon déjà lancé et ça va aussi simplifier ce qu'ils auront à faire offensivement et ils auront la possibilité de prendre l'avantage déjà sans avoir le ballon, ce qui facilitera aussi ce qu'ils auront à faire une fois qu'ils auront le ballon en main. Donc je me fais pas de soucis pour ces joueurs-là offensivement. On sait que ce sont des joueurs qui n'ont pas besoin de beaucoup de mouvements pour se rendre dangereux quand ils sont balle en main. Hein. On connaît les one dribble pull up, two dribble pull up, on connaît, on connaît, voilà. Vas-y, pull up Jimbo. Voilà, c'est ça. Donc je trouve que voilà, on a, je pense que un peu comme les Wolves peut-être l'an dernier, c'est-à-dire que les Suns, au moment où ils font le trade, l'effectif est tellement mal construit qu'une intersaison ça suffit pas. Et là, c'est la première vraie intersaison où ils peuvent vraiment construire autour de ce trio-là, puisque faut le rappeler, hein, l'an dernier, il y a l'arrivée des règles par rapport au salary cap et par rapport aux différentes aprons qui, justement, avec les notions de hard cap, compliquaient la création. Là, ils se sont préparés pendant un an pour. On a vu une différence totale d'approche. Hein. L'an dernier, début de free agency, ils ont signé 6-8 mecs au minimum pour faire le roster. Et là, on a vu, ils ont choisi, ils ont sélectionné les profils en fonction de ce dont ils avaient besoin. Donc, c'est une approche différente. Donc, peut-être que ils peuvent avoir une saison régulière un peu comme les Wolves l'an dernier. C'est-à-dire que, alors, pas forcément aller à ce niveau-là de compétitivité, mais à l'échelle de la ligue, mais simplement avoir vraiment le vrai visage de ce qu'ils voulaient montrer l'an dernier. Greg, un mot de la fin. Ouais, je vais juste compléter en disant que à partir du matériel qui est à mon avis plus pertinent que la saison passée, comme vient de le dire Tom, je pense que Budenholzer est le choix qu'il fallait faire par Matisse Bia et James Jones pour justement décaler un petit peu les shot charts de Kevin Durant et de Devin Booker. Parce que pour moi, c'est Bradley Beal qui a finalement la shot chart la plus moderne, parce que c'est quand même un bon driver et c'est aussi un bon shooter à 3 points. On s'en est rendu compte la saison passée parce qu'il allait volontiers dans le corner et il finit la saison, je crois, sur les 3 derniers mois à plus de 50% d'adresse dans le corner. Donc pour moi, c'est le coach idoine. Je pense qu'il peut faire rentrer ses principes de jeu. Et si on a un Kevin Durant qui reste solide sur ses appuis et qui ne veut pas changer ses zones de tir, je pense que Devin Booker sera lui largement plus à même de faire les efforts pour compenser et justement de muer, de changer son jeu. Par contre, et ce sera le mot de la fin pour le coup, je pense que c'est la dernière saison où Devin Booker fait sa mue et change de style de jeu saison après saison. Parce que ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue, ça fait 10 ans que saison après saison, il change de rôle. Je pense que là, il faut absolument que Mike Budenholzer trouve le rôle dans lequel Devin Booker doit attaquer et finir son prime. Et ben voilà, comme ça vous avez l'affaire à surveiller pour cette saison, les Suns qui feront partie des équipes intéressantes à suivre, notamment pour ça, et en vue a priori des playoffs, une équipe dont on risque de reparler tout au long de la saison quand même chez Dunk Hebdo. Mais avançons, puisqu'effectivement on a quand même 10 équipes au programme aujourd'hui, et changeons de côté, changeons de conférence, direction le soleil, on reste finalement avec une histoire de soleil, mais celui de Miami, le Miami Heat, 46-36 la saison dernière, donc 46 victoires, 36 défaites, 8e à l'Est, 21e attaque, 5e défense, un over-under pour l'année prochaine un peu plus bas que les Suns à 44,5. Alors l'éternelle question autour du 8. On connaît le cœur de ce projet. Alors pour une fois, on a eu Jimmy Butler avec une coiffure normale, ce qui change quand même tout à fait. Mais la question à poser, Tom, elle n'est pas d'ordre capillaire. Elle est sur justement ces fameux intangibles autour du 8. Je te pose la question comme on l'a défini. Doit-on leur attribuer le bénéfice du doute pour la prochaine saison? Est-ce qu'on croit une année du Heat qui surperforme finalement? Je pense qu'il faut leur laisser le bénéfice du doute. Alors déjà, on sait que c'est une équipe qui a un haut plancher, hein, avec par exemple un joueur comme Bam Adebayo qui défensivement, quand tu as Bam Adebayo et un génie comme Erik Spoelstra dans ton effectif, tu peux te dire que tu vas être potentiellement déjà dans la top 10 en défense. Ça peut arriver. Je crois qu'il y a sur les 5 dernières saisons, ils ont raté le top 10, ils ont raté peut-être le top 10 une seule fois. Je crois qu'ils sont 12e une saison, mais voilà, c'est une équipe qui est constamment présente dans les meilleures défenses. Et là où je trouve qu'il faut leur laisser le bénéfice du doute, c'est que quand on regarde leur 5 majeur qui a joué le plus de minutes l'an dernier, il a joué 372 possessions. Et en fait, c'est le 42e 5 le plus utilisé de la ligue. Les seules équipes qui n'ont pas un 5, les seules équipes qui n'ont pas un 5 qui a joué plus, c'est Détroit, Tank, Portland
Tank, Charlotte, blessure à gogo, Memphis. Tank. Et Tank. aussi. Ouais, Voilà, non, voilà. Voilà, ce sont les seules équipes qui ont des 5 majeurs qui ont joué moins de 2 minutes, sachant que voilà, c'est une équipe qui a fait qui a opéré pas mal de changements hein, par rapport à l'an dernier. On a eu l'année dernière par exemple plus de Jovic qui a été inséré. On a eu aussi une arrivée de Terry Rozier qui malheureusement n'est pas resté trop longtemps dans le 5 puisqu'il s'est blessé au cou, qui a même pas pu jouer les playoffs. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qui va être en phase de rodage. Moi, c'est une équipe que je vais observer en début de saison et je pense qu'il faut leur laisser le bénéfice du doute. Très bien. Même question pour toi, Greg. Effectivement, bon, on va pas tourner. On en a un peu parlé hein, juste avant de lancer l'enregistrement. Le hit, voilà, on s'attend. La question semble être un peu la même année après année. Je voudrais rajouter un nom à tout ce que vient de dire Tom. Il y a Rémi Raquez aussi, qui a fait une belle saison rookie et qui, du coup, a priori, devrait démarrer dans le 5. En tout cas, serait dans la rotation assez courte du hit. Quel est pour toi, Greg, ton indice de confiance finalement? Est-ce que toi, tu l'accordes le bénéfice du doute au hit? Oui, je pense que oui, parce que c'est une équipe qui va rentrer dans son année zéro, en fait. Tom l'a dit, il y a Terry Rozier qui arrive tardivement l'année dernière, un petit peu comme Kevin Durant est arrivé aux Suns pour faire la passerelle avec l'équipe précédente en 2023. Et du coup, c'est difficile de juger cette équipe. En plus, ils ont eu des blessures, etc., etc. C'est difficile de juger cette équipe sur la saison passée, mais c'est aussi facile de dire que cette équipe, elle a la continuité d'un coach, la continuité de ses stars, et qu'elle a des valeurs sûres, et notamment dans l'application tactique, dans l'application défensive, dans l'intensité aussi, dans la culture qu'elle a. Elle a des impondérables qui devraient infuser rapidement dans les jeunes recrues qui sont dans l'effectif aujourd'hui. Je pense que ce ne sera pas une année où le Heat va être contender. Je pense que ce ne sera pas une année non plus où le Heat sera dans le tiers numéro 2, ce que j'appelle les pretenders, sans faire écho à une très belle époque de la Soul américaine. Ou Foo Fighters. Oui, voilà, exactement. Mais par contre, ça peut être des Foo Fighters du tiers numéro 3 qui peuvent semer le doute aux équipes qui vont vouloir aller chercher un play-in et qui sera là pour, je sais pas, aller chercher un dernier spot de play-off, sortir au premier tour la tête haute et revenir par contre l'année prochaine avec, si Jimmy Butler n'est pas encore trop sur la pente descendante, davantage d'ambition. Ouais, moi je pense qu'il y a deux aspects à cette question. Il y a l'aspect niveau plancher, niveau plafond du hit. Le plancher, il est à peu près safe du côté du hit, comme tu disais, Greg. Il y a un système de jeu mis en place et le cœur de l'effectif, les joueurs auxquels tu t'organises sont à peu près les mêmes. Les joueurs qu'ils choisissent en plus, qui font venir, a priori, correspondent. Alors il y a le cas de Terry Rozier qui sera intéressant, le Terry Rozier Tyler Hero à surveiller autour de la création extérieure, la création pour soi notamment. Mais globalement, pour le reste, les role-players, on sait à peu près à quoi s'attendre. La question du plafond, voilà, c'est celle qu'on s'est aussi un petit peu posée d'ailleurs dans le DH20. Elle est autour de Bam, certes, mais surtout de Jimmy Butler. S'il y a peut-être, au-delà de l'aspect blague du point capillaire, Jimmy Butler, il est rentré, il y a quand même eu cet été pas mal de questions, pas mal de rumeurs d'un départ, que ça allait un peu moins bien, que voilà, les Warriors s'intéressaient. Jimmy Butler est en contracteur. Alors, c'est pas une loi qu'on peut suivre de manière régulière en NBA, mais souvent, les joueurs qui arrivent en dernière année de contrat, qui ont quelque chose à prouver, surtout pour un joueur, Jimmy Butler, qu'on critique assez régulièrement, et parfois à raison, sur peut-être des saisons régulières un peu en dilettante, pas forcément tout le temps présent, qui se repose beaucoup, bah peut-être qu'un Jimmy Butler, voilà, bien coiffé pour le Media Day, c'est peut-être l'annonce aussi d'un Jimmy Butler qui, sur cette saison, sera peut-être un peu plus présent, un peu plus impliqué, qui va peut-être essayer de prendre une charge un peu plus importante. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais je pense qu'en tout cas, ces différents intangibles font que, et avec l'écosystème de l'Est, on va parler d'autres équipes de l'Est, moi, a aussi envie de leur accorder ce bénéfice du doute. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose autour de ce hit? Moi, j'ai envie de rajouter que, effectivement, Jimmy Butler va être dans une contracture où peut-être il aura des choses à prouver. Et j'ai envie de dire, même s'il ne reste pas au 8 la saison prochaine. C'est-à-dire que même s'il ne reste pas au 8, il est, j'allais dire, à son âge et avec son statut dans la ligue, il est presque condamné à faire une très bonne saison pour le 8, à encadrer les jeunes et à donner du sien, parce que derrière, il faut qu'il aille chercher peut-être le dernier bon deal de sa carrière, et de préférence chez un contender ou chez une équipe qui aura plus d'ambition que le 8 encore. Donc ouais, en fait, j'ai déjà hâte d'être à l'été prochain pour le 8. J'ai déjà hâte de voir comment tout ça va se goupiller et comment cette équipe qui a toujours des ambitions un peu à la façon des Lakers va réussir à tomber sur ses pattes sur l'histoire Jimmy Butler, out ou encore in l'an prochain de l'effectif.
Bah, tu vois, t'as parlé des Lakers, ça me permet de faire un petit parallèle avec ce qu'on a vu par exemple de Bam Adebayo. Cet été, quand il jouait avec Anthony Davis, hein, pour Team USA, on l'a vu un petit peu plus utilisé au poste 4 et un petit peu moins au poste 5. On sait que Miami a recruté cet été un pivot rookie en la personne de Khalil Ware, de mémoire, qui est censé être théoriquement un pivot qui stretch un peu ce que le Heat voulait peut-être faire avec Dwayne Dedmon quand il est arrivé. C'est peut-être voilà ce qu'ils auront avec Khalil Ware. Bon, je pense que voilà, Bam Adebayo, il a la malédiction un peu des joueurs polyvalents. C'est qu'en fait, quand tu es polyvalent, on se sert de ta polyvalence pour faire fonctionner le système, mais on te demande jamais ce que tu veux toi. On met en avant ta polyvalence, mais pas forcément les autres qualités que tu as en dehors de ta polyvalence. Donc je pense que c'est quelqu'un qui pourrait faire une grosse saison cette année. Et par rapport aux joueurs je trouve que le Heat, en fait, ce qui est intéressant avec eux, c'est que ils ont pas mal de profils en dehors de leurs quatre majeurs globalement, puisque Spoelstra avait annoncé lors du Media Day qu'il aimerait bien voir par exemple du Tyler Hero avec Terry Rozier, avec Jimmy Butler et Bam Adebayo. Et en fait, on se rend compte que ben voilà, s'il y a ces quatre joueurs là sur le terrain, ben tu as quand même une panoplie de joueurs que tu peux avoir. Tu as parlé Adrien de Rami Raquez, tu peux avoir Nikola Jovic, Duncan Nikola Robinson. Jovic, tu peux avoir Duncan Robinson. Voilà, t'as quand même pas mal de compositions possibles. Donc je pense que voilà, le Heat, ça va être une équipe encore une fois poil à gratter et on attend de voir ce qui se passe du côté de Jimmy Butler et à la fin de la saison régulière, voir où ils sont. Exactement. Est-ce qu'on va encore les retrouver au play-in? Est-ce qu'ils vont devoir se sortir du play-in et faire un run miracle? Voilà, ce sera la question pour plus tard, pendant quelques mois. Pour le moment, on va rester à ce début de saison et repartir de l'autre côté. Rechangement de conférence, cette fois-ci. Alors une équipe, alors j'allais dire mystérieuse, c'est pas le terme, mais il y a quand même des vraies questions autour des Houston Rockets. Donc les Houston Rockets, c'est l'équilibre. La saison dernière, 41-41. 11e à l'ouest, puisque oui, à l'ouest, l'équilibre ne suffit pas. On était sur une 20e attaque, 7e défense. L'over-under est un petit peu plus haut, petit positif, 42,5. La question qui est posée, donc comme je l'ai dit, c'était la 20e attaque et 7e défense, donc très bonne défense. On a un petit problème de l'autre côté du terrain. La question qui est posée, je vais alterner, je vais me retourner vers toi, Greg, c'est celle du rebond, parce qu'on a pas mal de profils athlétiques, de très bons rebondeurs d'ailleurs du côté des Rockets. Est-ce que, par exemple, le rebond offensif va être suffisant pour faire de ces Rockets une attaque au minimum moyenne, parce que c'est ce qu'on attend? Et sachant qu'en plus, ils étaient aussi premiers, on avait mis 2 questions en une, voilà, au pourcentage de fréquence de transition, notamment grâce au rebond offensif, aussi parce qu'ils sont assez sûrs au niveau des pertes de balles. Est-ce que ça suffira comme axe d'amélioration pour cette année? Mais moi, je trouve que cette question, elle est très cruelle pour les Rockets. Parce que, en fait, si tu comptes sur tes rebonds offensifs, qu'est-ce que ça veut dire du reste de tes qualités offensives? Tu vois, et notamment, parce que pour moi, la question, c'est plutôt l'efficacité et les joueurs que tu envoies au scoring. Tu vois, l'efficacité notamment de Jalen Green et pourquoi tu envoies particulièrement Alperen Sengun scorer alors que c'est plus en réalité un connecteur. Mais bon, pour répondre à la question du rebond offensif, oui, tu peux parier dessus, mais si tu paries que sur ça, à ce stade-là de ton projet, parce qu'on a l'impression que Houston est une jeune équipe, etc., machin, ok, mais bon, Jalen Green est quand même déjà dans sa 3e année. Il va attaquer sa 4e saison. On est faussement sur une jeune équipe, on est sur une équipe qui déjà devrait avoir des ambitions plus hautes. Malheureusement, ils sont dans l'Ouest et l'Ouest est impitoyable, mais ils sont dans l'Ouest, donc ils doivent quand même trouver des solutions pour être très rapidement dans les tiers supérieurs de la quête de la bague. Donc ouais. En fait, cette question, j'ai du mal à y répondre parce que je la trouve vertigineuse pour les Rockets. Je me dis, si t'en es à te poser des questions autour de ton rebond offensif, c'est que t'es pas vraiment confiant sur le reste de tes problèmes en attaque, tu vois. Et je passe la balle à Tom volontiers. Peut-être qu'il a plus de billes que moi là-dessus, mais tu vois, moi, quand je vois l'efficacité qui stagne, alors peut-être avec un volume qui augmente sur Jalen Green, et que le seul mois qui a été bon et positif dans sa carrière en termes de scoring, c'est le mois de mars la saison dernière. Ça fait 1 mois sur 3 ans. J'ai des sérieuses inquiétudes. Alors après, effectivement, il y a un réservoir de joueurs qui est hyper prometteur. Tari Eason, Amen Thompson et Alperen Sengun sont sans doute 3 des 10 meilleurs que je préfère de mes chouchous actuels dans la ligue. Donc j'ai un œil sur ces Houston Rockets pour la saison qui arrive, mais j'ai aussi un œil très inquiet sur ces Houston Rockets. Je me demande à quel point Ime Udoka a des solutions pour tout ça, quoi.
Oui, sachant qu'en plus, je rajoute une petite bille, Tom, tu m'excuseras, c'est que un nom qui n'a pas été cité, celui de Fred VanVleet. Il y a aussi eu ces recrutements la saison dernière dans ce projet des Rockets où, normalement, quand tu fais venir un point guard de la qualité, en tout cas en plus de l'expérience plutôt de Fred VanVleet à ce moment-là, c'est justement pour pallier à ce genre de difficultés offensives. Donc la question, je la tords, Tom, est-ce qu'elle est cruelle, cette question? Elle est un peu cruelle, mais moi je dirais que en fait les Rockets ils sont conscients que leur arrière ou les joueurs qui sont sur les lignes arrière sont peu adroits. Donc comme tu sais que eux ils sont pas adroits, ils vont manquer des tirs, ben il te faut des mecs élites au rebond offensif pour mettre les tirs dedans, les tirs manqués dedans. Et en fait sur la question du rebond offensif, je trouve que ça peut être vraiment un game changer pour cette équipe-là, parce que quand on regarde les profils, hein, t'as parlé tout à l'heure Greg d'Amen Thompson, centième centile à l'offensive rebound percentage pour les ailiers. T'as Reason, 96e centile au l'offensive rebound percentage pour les forwards. Et les 2 dernières années où Steven Adams a joué, 99e centile à l'offensive rebound percentage. En gros, quand les Rockets vont rater un tir, ça va jouer au volleyball. Donc il y a de fortes choses. Donc je pense que d'un point de vue mathématique, ils gagneraient par exemple à avoir par exemple 2 de ces 3 joueurs-là toujours avec potentiellement Dillon Brooks, parce que lui, il a pas peur de prendre des shoots. Donc s'assurer qu'il y ait des mecs pour remettre le ballon dedans quand lui prend des shoots. Et après, quelque chose qui pourrait être intéressant pour eux, alors peut-être, je sais pas si ça suffira en tout cas, mais je pense que par exemple, quand tu vas venir avec ta seconde unité et tu auras Amen Thompson, Tyrese Reason et Steven Adams, ça va être très compliqué. Je pense que ça va être compliqué parce qu'effectivement on parle du rebond offensif, mais tout le jeu de transition avec le playmaking défensif, hein, puisque Tyrese Reason et Amen Thompson ils sont forts pour ça. Avec ils vont générer de la transition avec Richie Paul. Je pense qu'en fait c'est une équipe qui aura un 5 majeur plancher et c'est le banc qui va faire la différence, un peu à la manière des Knicks d'il y a 2 ans. Bon, après, il y a toujours un petit astérisque à chaque fois. Moi, j'entends rebond offensif. Je dis attention, si tout le monde plonge au rebond offensif, il y a un moment donné, ta défense va avoir du mal. Ta défense de transition, il faut faire attention. Il faut qu'il y en ait certains qui se replient quand même. Mais j'ai une question. Désolé, Adrien, je te t'en prie, la parole tu es là pour ça. Et je te vole le temps d'une question de ton rôle d'animateur. Mais j'ai une question pour Tom. Est-ce que, du coup, tu penses que cette bataille du rebond offensif aussi, disons, accentuée et contrastée chez les Rockets de Udoka, est-ce que tu penses que c'est une volonté de gagner la guerre des possessions ou parce que finalement le basket c'est un jeu de possession, tu vois, il faut avoir plus de possessions que l'autre pour les rentabiliser, d'autant plus si t'es pas efficace. Mais est-ce que tu penses que c'est un plan qui est viable de rentabiliser par le rebond offensif le nombre de possessions, de l'augmenter et du coup d'avoir des ambitions avec ça? Parce que honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir cette équipe avec quelconque ambition avec le roster actuel, y compris dans 2 ans quand tout le monde est développé, quoi. Tu vois, concrètement, cette équipe-là, l'an dernier, c'est une équipe qui a géré les low-hanging fruit. En français, on dit quoi? Les fruits bas. Les fruits bas sur l'arbre. Enfin, en fait, ils ont amélioré le plancher de l'équipe en faisant des choses très simples. C'est-à-dire que c'était l'équipe, avant l'arrivée de Fred VanVleet, qui perdait le plus la balle. Voilà, puisqu'ils avaient Kevin Porter Jr. à la main, tout ça. Là, ils ont récupéré Fred VanVleet, un peu moins de perte de balle. C'est pas quelqu'un de très créatif, mais il perd pas la balle. Dillon Brooks, il fait pas de passe. Donc déjà ça a été réglé. Ce qui a été intéressant aussi avec Houston, c'est que ils ont tu parlais du jeu de position et de la notion d'efficacité. Eux, pour réduire l'efficacité des adversaires, ils diminuaient le pourcentage et la fréquence de transition que les adversaires jouaient. Comment? Le rebond offensif. Bah oui, si tu mets le ballon finalement dans le panier, bah ton adversaire il repart sur son panier. Et 2, quand eux rataient un tir, il y avait un énorme repli. Il y avait un énorme repli, notamment Fred VanVleet, hein, qui n'hésitait pas à faire soit de la presse tout terrain pour justement ralentir et permettre que les autres qui ont joué le rebond offensif se déplacent. Donc moi, le truc que je trouve intéressant avec cette combinaison de 3 joueurs, c'est que ces 3 joueurs-là, t'es jamais obligé de les avoir tous ensemble. Et en fait, le rebond offensif, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu décorrélé à l'équipe. Là où, par exemple, la stratégie de rebond défensif, c'est une stratégie d'équipe globale. Le rebond offensif, tu peux le jouer avec un joueur, tu vois. Steven Adams, à Memphis, il le jouait tout seul. Les rebonds offensifs d'Amen Thompson, il le fait tout seul. Harrison aussi, il le fait tout seul. Donc, je trouve que peut-être que c'est pas une stratégie qui va être viable pour la suite, pour cette équipe-là, hein, pour que cette équipe-là ait les moyens de ses ambitions.
Par contre, je trouve que c'est quelque chose qui va les rendre dangereux sur toute la durée d'une saison régulière. Je vais m'engouffrer dans cette question. Je pense que en plus de la question de viabilité, il y a la question de contrainte. Je pense qu'il y a aussi ce que tu disais, Tom, un peu juste avant. C'est-à-dire que c'est un choix de la raison, de la conscience des profils de tes jeunes, comme tu disais, je mets quelques guillemets pour Jalen Green, mais grosso modo des jeunes à développer. Sans les formater, tu veux continuer à leur faire des répétitions, à leur donner des répétitions. En dehors de ça, sachant que tu as décidé ou tu as fait le choix d'une certaine façon d'être un minimum compétitif l'année dernière en faisant venir Van Vliet et Dillon Brooks, tu essayes de mettre en place des choses pour que cette année, tu puisses continuer dans cette optique-là. Et je pense aussi qu'il y a un nom qui n'a pas encore été cité, qui est celui de Jabari Smith, qui est aussi un peu là-dedans et que mine de rien, par rapport à sa première année, la seconde, c'est déjà un peu mieux en termes de choix de tir, en termes d'efficacité également. Donc je pense que l'idée, c'est aussi de continuer là-dedans, de leur laisser leur ticket. Évidemment, c'est sûr qu'à court terme, je pense que même les supporters des Rockets ne n'en voudront pas si on ne les met pas dans les contenders de cette année. Mais à court terme, tu continues de faire des répétitions et moi, j'ai plus envie de voir tout ça comme un signe de confiance en leurs jeunes joueurs en se disant, OK, dans 2-3 ans, tu vois, comme tu disais, Greg, je pense que dans 2-3 ans, ils se disent, là, on aura les pièces centrales et là, on refera la construction autour d'eux, un peu à la manière, donc, comme on disait sur les Suns, dans 2 intersaisons, on remettra carte sur table et on verra financièrement ce qu'on peut faire, qui on garde ou pas. Sachant que les Rockets, c'est une équipe qui peut encore bouger durant la saison. Par exemple, c'est une équipe qui a un peu tout. On sait qu'il y a par rapport, si on prend Sengun, ça va être, pour moi, ça m'étonne qu'il signe une prolongation puisque à la manière de Tyrese Maxey, l'année dernière, son cap hold est tellement bas vu qu'il a été pris bas à la draft. Donc son cap hold est bas, ça peut permettre de donner de la flexibilité financière pour faire potentiellement un coup, pour gérer un sign and trade. Et ils ont des contrats à échanger, ils ont des pics de draft d'autres équipes. Ils ont vraiment en fait ils ont tout ce qu'il faut pour récupérer une opportunité de marché quand celle-ci va se présenter. Donc il y a eu des bruits d'ailleurs cet été. Il y a eu des bruits cet été autour de Kevin Durant, notamment. Est-ce que c'est pas, tu vois, une équipe qui va se positionner sur Kawhi Leonard si les Clippers vraiment abandonnent tout, tu vois, ce serait intéressant parce que là, pour le coup, tu ramènes de l'efficacité, tu ramènes de la science du basket, tu vois, ce serait intéressant. Mais en tout cas, moi, je vois pas cette équipe-là telle qu'elle avoir des ambitions, même à moyen ou long terme, quoi. Telle qu'elle. Évidemment, tu ramènes de la star déjà établie dedans ou Jimmy Butler à l'intersaison prochaine. On en rediscute. Trust de process, j'ai envie de dire en final, peut-être pour conclure autour de. Voilà, on est encore en plein dedans du côté des Rockets, mais voilà, pas finalement un projet si inintéressant que ça aussi quand même à voir cette saison, en tout cas pour ceux qui suivent les Rockets de très près. Alors, équipe suivante, c'est pour moi, je prends ma respiration puisqu'on va parler des Chicago Bulls bien sûr, donc je vais faire comme toutes les autres équipes, récapitulatif. Chicago Bulls l'année dernière, 39 victoires, 43 défaites. Ça fait 9e à l'Est, 19e attaque, 22e défense. On a connu mieux, bien sûr. L'over-under est à 30 pour cette saison, donc loin d'être optimiste. C'est un peu normal quand on a connu le départ notamment de DeMar DeRozan, qui était l'option en attaque quand même. Et la question qui a été posée, qui a été choisie, c'est celle qui est à peu près évidente en finale au niveau des Bulls, de comment concilier le développement offensif, notamment des jeunes joueurs. Alors, je trouve ça assez marrant d'avoir le nom de Patrick Williams en premier dans cette liste, mais il y a aussi de Kobe White, de Giddey. On pourrait même rajouter un Bouzelis qui vient d'être drafté. Et l'autre problématique du côté des Bulls, qui est la mise en valeur des joueurs dits échangeables, en tout cas qu'on annonce comme échangeables, parce qu'il y en a peut-être un qui l'est, l'autre un peu moins, qui sont Zach LaVine et Nikola Vucevic, évidemment. Et quel résultat au bout? Donc, bon, ça nous fait plusieurs questions. Je ne vais pas faire un tunnel énorme au début, je vais juste donner mon premier avis là-dessus. Sachant qu'il y a un autre nom non cité dans cette question, qui est celui de Lonzo Ball, qui revient, qui a été créé, qui sera là pour le début de saison. Alors, on sait qu'il y aura des restrictions de minutes, mais il va jouer. Et il va jouer en tant que guard. Et dans les noms qu'on a cités, des Kobe White, des Josh Giddey, si on rajoute Lonzo Ball, Zach LaVine, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de joueurs pas très grands et beaucoup de monde qui aiment avoir la balle. Sachant qu'il y a aussi Ayo Dosunmu d'ailleurs, dont je n'ai pas parlé, qui fait partie des bonnes surprises en termes de développement du côté des Bulls. Donc, comment faire? Alors là, franchement, je n'aurai pas la réponse à vous proposer. En tout cas, c'est sûr que c'est la problématique. Je pense qu'en l'état, on est année 1, en fait. Enfin, on est même année 0 de la reconstruction des Bulls. C'est-à-dire qu'il y a eu le choix à partir du moment où on se sépare de DeMar DeRozan. On considère, ça y est, abandon de l'idée d'essayer de gagner le maximum avec ce roster autour de DeMar, Zach LaVine, à l'époque Lonzo Ball et Nikola Vucevic. Et on va passer dans le projet suivant. Kobe White donne pas mal de satisfaction. On pourrait penser qu'il est au centre de tout ça.
en termes de temporalité, on verra ce qu'il en est. Je pense que cette année, c'est celle, dans un premier temps, en tout cas sur la première partie de saison, celle de la remise en valeur, au moins de Zach LaVine. Nikola Vucevic pose d'autres questions structurelles, plus de profil de joueurs pour savoir qu'il est interchangeable. Zach LaVine, moi je fais partie des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés par sa saison dernière, ce que j'entends tout à fait. Moi je crois encore en Zach LaVine. Je pense que c'est un joueur plus qu'un bon joueur dans une bonne équipe. Pas dans un rôle d'option 1, mais dans un rôle d'option 2, ça peut être encore un excellent joueur. Et je pense que c'est ça l'objectif de la première partie de saison. Remettre en valeur Zach LaVine, voir à peu près ce que peut faire Lonzo Ball. Je pense que c'est quand même très très loin en termes d'objectifs. Et dans un second temps, si jamais on trouve preneur, ensuite d'aller voir Kobe White, qui apparemment le front office aime beaucoup, et puis voir ce qu'on peut en faire. Donc on est vraiment sur une année 0.5, et je pense qu'on va essayer de concilier les deux en une année. Les résultats au bout importent peu. On n'est pas sur une année où c'est là maintenant qu'il faut tanker à tout prix, surtout qu'il y a des équipes dont on va parler bien moins fortes, qui auront des résultats moins bons du fait de ne pas avoir de joueurs de stress que du talent de Zach LaVine ou même de Kobe White déjà en l'état. Donc voilà, les résultats au bout sont pour moi un objectif plus lointain. Je pense qu'on commencera à parler de véritable tanking, si c'est le projet. On verra, on ne sait jamais avec Karnizovas l'année prochaine. Voilà pour mon premier petit tunnel. Écoute, Greg, primo rookie, quel est ton avis toi sur ces Du coup, si on parle de tanking à partir de l'année prochaine, on n'est même pas à l'année 0, on est à l'année -1. Oui, 0.5. On est presque à l'année -1, parce que moi je vais presque plus loin, c'est que j'ai l'impression que les Bulls n'ont même pas encore drafté leur capital de jeunes sur lesquels ils vont pouvoir construire leurs prochaines ambitions. C'est-à-dire que même ce qui est déjà dans l'effectif aujourd'hui, Guidé, White, etc., je n'ai pas l'impression que c'est ce qui pourra avoir sur les épaules les ambitions des Bulls dans les années à venir. Et on parle quand même d'une franchise qui doit avoir des ambitions très hautes, puisque c'est une franchise qui charrie un certain lot de légendes dans la NBA. Donc moi, j'ai quand même très envie que ces Bulls prennent du temps, et j'ai envie de dire que malheureusement pour eux, leur plan autour de LaVine, Vucevic et DeRozan foire au pire moment, c'est-à-dire le moment où le cibier arrive dans la balance. Et ça, c'est terrible pour eux, parce que c'est beaucoup plus difficile pour eux d'échanger les assets, beaucoup plus difficile d'en amalgamer, comme par exemple Oklahoma l'a fait il y a quelques années, ou comme le Jazz l'a fait à moitié depuis l'arrivée de Danny Ainge. Et j'ai l'impression que ces Bulls-là ne savent pas encore comment manipuler le cibier et vendre leurs assets. Ils ont réussi à faire le coup des DeRozan du côté des Kings cet été. Et j'ai l'impression que ça prend un peu plus de temps pour LaVine. Je te rejoins sur le fait que c'est plus une option 2 ou 3. Pour moi, c'est le Bradley Beal d'une équipe qui aurait déjà 2 options, et il va venir se greffer à ça et faire des choses. Que j'espère bonnes d'ailleurs pour l'équipe en question, mais ça peut être les Lakers, ça peut être les Clippers, qui sait, tu vois. Mais je sais pas à quel point cette équipe en est à l'année -1 ou même -2, tu vois, à quel point ils sont sclérosés par ce CBA, et notamment sur le cas Vucevic, tu vois. Je sais pas. Moi, j'avoue que là, pour le coup, les Bulls, projet intéressant si on aime le CBA, projet beaucoup plus difficile à suivre avec enthousiasme si on aime le basket. Je ne t'en veux pas, je comprends tout à fait. Non, mais j'ai rien contre les fans des Bulls, vraiment, ni même contre cette équipe, combien même on est perdu contre eux en 93 et que ce soit toujours douloureux. Mais non, j'ai du mal à concevoir que cette équipe puisse faire quelque chose dans les 5 prochaines années, tout simplement, tu vois. Il va falloir aller... Ouais, Tom, je sais pas. Ça va vite quand même à NBA. Hein. Ça va vite, ouais. J'ai l'impression que le CBA quand même a commencé à bien ralentir les choses. Écoute, j'aurais des choses à rajouter, mais je t'en prie, Tom, vas-y. Je ne vais pas monopoliser la parole sur les Bulls. Ah non, mais je dirais que en fait, les Bulls, ils font ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont toujours fait depuis cette fameuse phrase, hein, le rebuild on the fly, hein, c'est-à-dire que le classique, hein, tu veux pas aller le plus bas. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas privilégier de tenter des coups et des talents qui ont peut-être échoué ailleurs. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec Guidé. Malheureusement pour les Bulls, c'est qu'en fait, ils essayent de refaire un peu ce qu'ils ont essayé de faire avant, parce qu'au final, là, c'est la question de comment concilier le développement offensif des jeunes et la mise en valeur, tu vois, le développement des jeunes joueurs et la mise en valeur des joueurs échangeurs. C'est exactement la question qu'on aurait pu se poser quand DeRozan est arrivé dans le projet. Sauf qu'à l'époque, les jeunes, c'était Kobe White, c'était Pat Williams qui était aussi plus jeune, c'était Zach LaVine qui rentrait un peu dans les jeunes, et c'était aussi Lonzo Ball. Et t'avais eu justement l'arrivée des entre guillemets des jeunes vétérans avec juste avant Vucevic,
comment il s'appelle, DeRozan et aussi Alex Caruso. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est 4 ans plus tard et on se la question est la même. Voilà, on est 4 ans plus tard, la question est la même pour très peu de succès malheureusement, mais je trouve que ça fait un peu sens ce qu'ils ont essayé de faire parce que en gros, c'est comme si, tu vois, dans le projet actuel, Bouzelis, c'est leur Pat Williams il y a 4 ans. Globalement, Bouzelis, c'est leur Pat Williams il y a 4 ans et ils se disent OK, on a des joueurs qui ont flashé des choses par-ci et là. Par exemple, Kobe White qui a flashé pas mal de choses intéressantes l'année dernière, notamment à la création pour lui et le scoring. On a Josh Giddey qui lui va peut-être être déployé à la manière de Ben Simmons quand Embiid était blessé au niveau des Sixers ou grand porteur de balle, menace de triple-double. Et dans tout ça, tu te dis OK, ces jeunes-là, ils sont pas mal. Ils sont jeunes, ils ont des qualités. Ben si le mec qu'on a drafté à la draft, ben ça devient une superstar. Oui, là ça peut marcher. Mais c'est vrai que on va dire que les risques qui sont liés à cette stratégie, pour moi, sont pas. Si tu veux, le risque que tu prends en tentant une telle stratégie, il y a beaucoup trop de chances que ça ne marche pas, que ça marche pour la prendre encore et encore. Et en fait, c'est ça qui est un peu malheureux avec cette équipe-là. Donc, je pense qu'il y aura des passages où l'équipe sera bonne, il y aura des passages où l'équipe sera vraiment moins bonne, mais au global, je pense qu'ils vont arriver à faire un petit mix, sauf si jamais il commence à avoir des problématiques de temps de jeu où tout le monde va vouloir se montrer. Mais normalement, tu vois, Pat Williams, il vient de signer son contrat. White, il a signé son contrat. Il y a que Giddey qui potentiellement va être prolongé. Ça m'étonnerait qu'il soit pas prolongé d'ailleurs, mais qui risque d'être prolongé avant le début de la saison. Donc oui, globalement, je pense que c'est une équipe qui, dans la saison, voilà, il y aura un peu d'espoir après du désespoir. Voilà, ça va être une équipe un peu moyenne. Voilà, ça va être une équipe un peu moyenne et c'est dommage que au final, la décision, c'est pas eux qui prennent la décision au final et que la décision ait été prise pour eux, quoi. Oui, mais la décision a été prise, en fait, on y revient à chaque fois, et à chaque fois qu'on parle des Bulls ces dernières années, malheureusement j'y reviens, c'est au moment justement de tous ces trades-là où tu as sacrifié pas mal d'assets, tu as sacrifié pas mal de pics de draft. En plus, bon là, tu n'as pas récupéré grand-chose pour Alex Caruso, donc évidemment, je suis toujours meurtri de ce trade-là, même si je comprends, le front office aime beaucoup Josh Giddey, on n'a pas récupéré de pic, le pic 2025, si je dis pas de conneries, on l'a toujours pas, enfin, en tout cas, il appartient toujours pas à celui des Bulls s'il n'est pas à la maison. Il est protégé. Voilà, donc tu es contraint en termes de temporalité par cet ancien trade. Maintenant, tu as fait le choix, pour reprendre un peu ce que tu disais, Grégoire, c'est vrai qu'on est peut-être à l'année -1 pour ça. C'est-à-dire que ça y est, on commence à élaguer un petit peu, on va mettre en avant les joueurs qu'on voudrait échanger, et après on repartira sur une temporalité où une fois qu'on sera maître de nos pics de draft, là on peut commencer à penser, peut-être commencer à perdre, voir qui on garde pas, etc. Donc on est vraiment dans une période où tu subis encore en fait ce choix stratégique dont tu parles, Tom. Le problème, c'est qu'il a un impact moyen terme, et comme il date d'il y a pas si longtemps que ça, tu es encore en train de payer les pots cassés, entre guillemets. Et enfin, on va voir le bout du tunnel, si j'ose parler ainsi, parce que c'est pas non plus l'enfer, hein, mais quand même, en tout cas, la fin de cette stratégie-là, si tu veux changer de stratégie, ce sera à partir de la saison prochaine. A priori. Est-ce que vous voulez en rajouter ou on va partir sur le même projet en différent? Alors, faisons le même projet en différent. Le même projet en différent. Donc voilà, transition un peu tirée par les cheveux, mais nouvelle équipe donc pour ces previews. On va parler des Wizards cette fois-ci, les Washington Wizards. Alors on part de plus bas quand même. On vient d'une saison à 15 victoires pour 67 défaites, 14e à l'Est. Donc on est 25e attaque, 29e défense. Oui, c'était peu. L'over-under est positif. Il est à 22,5. Donc ça fait quand même plus 7 victoires, ce qui serait déjà pas mal. Et donc, voilà, la transition est toute trouvée. On enchaîne 2 équipes. Alors, c'est pas forcément la grande joie, mais on est obligé de les enchaîner puisque la question est un peu formulée de la même façon entre encadrer et développer des jeunes. Et la question, en plus, elle est un peu dure. Hein. D'ailleurs, Tom, je vais me retourner vers toi parce que je crois que c'est à toi. Comment faire renaître... Non, c'est pas moi. Ça n'est pas mon phrasé. Greg. Comment il vient d'envoyer le ballon, Greg. Voilà. Question pour Guy. Comment faire renaître... C'est pas moi qui pose la question, mais je peux y répondre. Hein. Ah, bon, bah. Comment faire renaître l'espoir dans la capitale? L'objectif est-il, donc voilà, comme Chicago, de servir de vitrine jusqu'à la trade deadline? Voilà, bah écoute, Tom, t'as dit que tu peux y répondre. On va quand même, je vais laisser Greg comme ça se reposer sur cette histoire d'espoir. Vas-y, redonne-nous de l'espoir du côté de Washington, Tom. D'ailleurs, je risque de relancer Greg par rapport à une thématique sur les Wizards. Mais tu vois, il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, pour les Wizards. C'est le commentaire du general manager, Will Dawkins, qui a dit « Nous sommes encore en phase de déconstruction. » Voilà.
Il a pas, voilà, c'est ce Qui qu'il fait a toujours dit. plaisir. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a pas dit on est en phase de reconstruction. Il a dit nous sommes toujours en phase de déconstruction. Donc ils vont pas gagner beaucoup de matchs. Ça c'est déjà une certitude. Et tu parlais de la notion de vitrine. Je trouve que c'est une équipe qui a récupéré des vétérans qui vont pouvoir encadrer. Tu vois, par exemple, pour Alex Sarr qu'ils ont récupéré, on peut faire peut-être un parallèle à ce qui s'était passé du côté de Memphis avec Jaren Jackson Jr. C'est-à-dire que on va dire que c'est un intérieur hybride de la façon dont il a été vendu sur son profil de draft, avec un joueur qui est potentiellement capable de tirer, de s'écarter et d'être aussi de jouer balle en main, et aussi d'étirer les défenses et d'être solide défensivement d'un point de vue potentiel. Donc tu lui mets un pivot soutien voilà, encore une fois, un pivot on va dire de plancher. Tu lui rajoutes un joueur de plancher justement pour qu'il puisse apprendre à s'écouter, qu'il soit pas envoyé, voilà, Valanciunas, pour qu'il soit pas envoyé directement en pâture face au gros barbare. T'as le duo, tu as le duo Brogdon Kuzma aussi, qui est présent dans l'histoire. Et t'as aussi, tu vois, les Richaun Holmes, t'as les Bagley, tout ça. Donc. Et en fait, ce qui est intéressant avec eux, c'est que on parlait de la notion de vitrine. Ils ont fait quelque chose durant les intersaisons, c'est qu'ils ont les contrats qu'ils ont signés. Quand tu vois, par exemple, Valanciunas, qui est un petit peu qui a à peu près 10 millions, t'as Richaun Holmes, qui ils ont renégocié son contrat pour que son contrat soit assez bas pour être ingéré dans une mid-level exception. Donc du coup, que la mid-level exception qui était utilisée uniquement pour signer des joueurs, ben maintenant on peut l'utiliser pour ingérer des contrats. Le contrat de comment il s'appelle, de Richaun Holmes a été valorisé, enfin a été réorganisé et restructuré financièrement pour qu'il puisse fitter une autre équipe potentiellement. Et on a aussi Marvin Bagley. Et moi, la question, c'était justement la question que j'aurais eue pour toi, Greg, c'est est-ce que dans ce roster-là, je sais que tu parles souvent d'envoyer balader Nurkic. On voit que c'est un roster à trade et un roster de vitrine à l'intérieur. Est-ce que tu penses que l'un des trois, est-ce que tu penses que par exemple entre Holmes, Bagley et Valanciunas, est-ce qu'il y en a un qui potentiellement t'intéresserait? Non, Richaun Holmes, c'est un ancien des Suns d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est légende des Suns, Richaun Holmes, que j'aimais beaucoup. Mais je le vois pas arriver aux Suns. Et surtout, j'ai l'impression, en fait, au-delà de la pertinence d'un éventuel fit avec un de ces trois joueurs dans les Suns, j'ai l'impression que Nurkic va servir à Budenholzer. Alors, je sais pas, peut-être que c'est de la très bonne communication, mais j'ai eu l'impression que tu vois, ils se sont vus en Croatie, etc., etc. On va revenir sur les Wizards, mais Budenholzer et Nurkic se sont vus en Croatie. J'ai l'impression que tu te déplaces pas en Croatie, à l'autre bout du monde, donc pour un Américain, si t'as pas envie de nouer une relation avec le joueur et de le faire progresser sur la saison. Et je pense que si les Suns doivent faire un coup, c'est à mon avis pas avec un des trois joueurs que les Wizards pourraient présenter sur la table dans le cadre d'un trade. Ou alors, tu as une idée derrière la tête et tu veux nous en faire part. Non, je trouvais le parallèle intéressant, et notamment, tu vois, par exemple, par rapport avec un joueur comme Kyle Kuzma, un joueur plutôt de grande taille. Donc c'est vrai que c'est un roster où voilà, va falloir s'accrocher, je pense, durant la saison. On aura visiblement Jordan Poole, donc ça a été annoncé qu'il sera le meneur de jeu de cette équipe. Je sais, c'est un peu dommage de l'utiliser comme ça en attaque frontale plutôt que l'utiliser un peu en second ballon handler. Ils ont récupéré le rookie Bob Carrington, qui est un porteur de balle de plutôt grande taille, qui lui aussi va pouvoir s'essayer. Il y a Malcolm Brogdon aussi, casseur un peu casseur de défense par là. Donc voilà, on est dans un roster de transition. Je pense que voilà, les Wizards, ils vont être présents avec des pancartes forcées sur leurs joueurs quand il y aura des opportunités qui vont se présenter. Voilà, le roster, enfin, à part peut-être voir des choses, des flashs de Bilal, quoi, voir des flashs qui peut-être se transformeront en film, qui après se transformeront en série, après se transformeront en saga. Voilà, voilà, je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Je pense que voilà, ça va être le projet pour eux, mais on est vraiment dans une équipe. On parlait de l'étape 0.5 pour Chicago. Là, je pense qu'on est à peut-être l'étape -1 encore. Hein. Oui, je crois aussi, ouais.
Franchement, j'ai l'impression que cette équipe se cherche encore, mais par contre, j'ai l'impression qu'elle se trouve avec plus de pertinence sur son choix de jeunes que les Bulls. Je vois plus de potentiel chez les jeunes des Wizards que chez les semi-jeunes des Bulls. C'est questionnable, hein. C'est ma vision, c'est très très subjectif, et c'est sur un avenir à moyen terme que je dis ça. Mais j'ai l'impression que le plancher, par exemple, de Bilal Coulibaly est plus haut sur la théorie en tout cas du joueur que celui de, je sais pas, Josh Giddey par exemple. Mais bon, en tout cas dans la NBA moderne, tu vois, d'avoir ce joueur qui est capable d'être d'ores et déjà un 3&D, ça me parle plus que Josh Giddey qui est un triple-double mais qui a toujours pas de shoot après 45 ans de NBA. Mais pour revenir aux Wizards, effectivement, comme tu disais, Tom, c'est un projet qui balbutie, qui est vraiment au tout début, mais ça fait plaisir pour les Wizards de les voir entamer une nouvelle reconstruction. C'est une équipe qui est habituée aux reconstructions, et qui a trop peu souvent touché les sommets. Mais c'est une équipe qui, je pense, commence à faire des bons choix. Je pense que leur amalgame de vieux, avec des joueurs, tous les joueurs qui sont à plus de 15% du cap chacun, grosso modo, pour moi, c'est des assets qui vont partir. Et je les vois partir. Même si Kuzma a une nouvelle fois témoigné tout son amour pour la ville de Washington et pour la franchise des Wizards. Franchement, je pense que c'est un type qui doit aller dans une autre équipe parce que ça va être une troisième option vraiment fun dans une équipe qui est contender ou qui va avoir des ambitions sérieuses. Voilà, moi j'aurais bien vu un trade de Kuzma-Randle avec, tu vois, des trucs comme ça, etc. Ça s'est fait avec une autre équipe, on en reparlera aujourd'hui. Mais voilà, moi les Wizards, j'avoue que je suis un peu excité par cette reconstruction, plus que sur d'autres reconstructions dans la NBA. Simplement parce que Bob Carrington, ça me parle. Bilal Coulibaly, ça me parle. Et la manière dont ils ont géré la signature des vieux, comme tu l'as dit, Tom, en calant des contrats dans des zones où ça devient des assets davantage que des joueurs, ça, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment, vraiment cool, ça me parle. Ils pourront jouer le rôle de Charlotte. Pas Charlotte. Exactement, tu vois, ouais, exactement. Charlotte l'équipe, hein. Charlotte l'équipe. Exactement. Ne vous attaquez pas, Charlotte l'équipe. Ils pourront jouer le rôle des Hornets, ce que les Hornets ont fait avec les Knicks et les Wolves. Ils pourront le jouer peut-être avant la trade deadline ou l'été prochain. Je pense qu'ils ont le temps. Honnêtement, ils ont le temps de voir venir. C'est ça. Après, ils ont juste une contrainte et je te laisse la parole, c'est que eux, ils sont juste à 4 millions en dessous de la luxury tax, puisqu'il faut pas oublier qu'ils ont quand même le contrat de Jordan Poole. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis moins. Alors, peut-être parce que là, on est en comparaison et forcément, il y a un peu de biais qui parlent. Et puis, mais même s'il faut dire aussi que du côté de Washington, il y a un petit biais français, même j'allais dire francophone, mais français carrément. Avec c'est vrai que Bilal et Alexa, on a envie d'y croire. Mais tu vois, tu faisais le parallèle avec le noyau de jeunes. J'entends le profil de Bilal d'un côté moderne, mais j'ai genre l'upside, le plafond Bilal Coulibaly. Je suis pas sûr que t'aies quelque chose par exemple, du calibre de Kobe White. Je pense qu'on est plus proche de joueurs où on se pose des questions à la P-Will. Et je parle plutôt en termes de charge offensive et d'extérieur, etc. Tu as aussi des projets très long terme. En tout cas, ça est présenté comme un projet assez long terme. Il est quand même très, très brut. Donc, ça pose pas mal de questions et c'est des potentiels échecs aussi qui vont avec. Et quand on parlait je vais les appeler les vieux à ballon du côté des Bulls de Vooch Lavine. Alors là, tu as une cargaison, pour reprendre un terme cher à Constant, une cargaison de mecs qui aiment avoir la balle en main et qui la file pas trop au mec à côté. Je veux dire, Jordan Poole, Kyle Kuzma, et même Valanciunas. Tu vois, tu parlais de quand t'as Valanciunas. Bon, Valanciunas, c'est un pivot, moi que j'aime beaucoup, mais on est très à l'ancienne. Hein. On est un pivot, tu lui files la balle poste bas et puis il va jouer son post-up et il termine. C'est-à-dire que la balle, elle ressort pas. C'est le Minitel des pivots, quoi. C'est vraiment. Exactement. C'est ce profil. Mais ça ressemble à Vooch, hein, d'une certaine façon. Mais voilà, tu es quand même sur tous ces mecs-là. Donc, pour des projets long terme, tu peux dire, bon, ok, c'est pas grave, mais je trouve qu'effectivement, je suis pas sûr que du côté des Wizards non plus, tu as un peu la même question que les Bulls. Il y en a quelques-uns, tu dis, ouais, bon, on va surveiller, on va monitorer Bilal, Sarr, peut-être, comme disait Bob Carrington, donc moi je connais pas du tout, mais je veux bien, je comprends que s'ils l'ont drafté, c'est qu'ils veulent voir ce que ça peut donner, mais c'est vrai que pour moi, tu es encore loin d'être capable de dessiner, en tout cas, les quelques noms qui seront sur la prochaine bonne équipe de Washington. C'est vrai que tu dois faire des grands gestes. Ouais, non, mais c'est comme les Bulls, t'as pas drafté ton franchise player, tout simplement. T'as pas encore trouvé ton franchise player qui va te porter, tu vois. En tout cas, avec des vraies ambitions, tu peux imaginer côté Bulls, Kobe White en franchise player si un step est encore passé la saison prochaine et on lui souhaite. Mais tu t'as pas drafté le joueur qui va t'amener sur 10 ans, tu vois, dans le top 4 ou le top 5 de ta conférence. Ça, de toute façon, est-ce que tu sais vraiment quand est-ce que tu l'as ? Est-ce que les Nuggets étaient au courant quand ils draftaient un gars pendant une pub Taco Bell, hein ? Voilà, après l'avoir drafté Nurkic avant lui.
D'ailleurs, oui, c'est vrai. Comme quoi, on tombe toujours sur Nukic. Ouais, Bon, voilà pour absolument, la ouais. parenthèse, si ça vous va. Bulls Wizards, je pense que certains des auditeurs ont assez souffert. C'est pas forcément les franchises les plus excitantes pour la saison prochaine. Reprenons une équipe avec une équipe victoire. qui a fait plaisir cette saison, qui a fait plaisir à beaucoup de monde. En tout cas, j'ai envie de dire, le NBA Twitter l'a beaucoup aimé. Pour dire ça comme ça, on va parler des Pacers. Les Pacers de Tyrese Haliburton, 47 victoires, 35 défaites, 6e à l'Est, 2e attaque. C'est surtout ça aussi, une attaque très efficace, 24e défense, forcément, le pendant de ce type d'équipe. Alors, un over-under la saison prochaine à 46,5. Donc finalement, grosso modo, au même bilan. Et la question qui a été posée, bon, cette fois-ci, c'est pour toi, Greg, on va pas pouvoir y échapper. Question un peu tordue. Je ne sais plus qui l'avait posée, mais question un peu tordue. Est-ce que les ambitions des Pacers sont liées au développement, tiens, on va reparler de développement de jeunes, de Bénédicte Mathurin? Oui, la réponse est oui. Et je donne la main à Tom. Non, je plaisante. Non, moi, bon, premièrement, disclaimer, j'adore les Pacers. J'ai adoré les Pacers la saison passée. Ça faisait partie de mes darlings. Et c'était d'ailleurs ma darling privilégiée la saison passée. J'ai adoré les voir évoluer, et notamment sur le côté offensif. C'était une des attaques les plus belles à avoir joué. Tyrese Haliburton est en train de montrer, je pense qu'il est largement calibre superstar. Et que Tom, il met le truc comme ça. Attends, je vais cueillir le rookie. Finis ton développement, Greg, n'aie pas peur. Il est Ouais, très sympa. non, mais j'ai pas peur. Mais Tyrese Haliburton, je pense, est en train de montrer qu'il a les qualités pour devenir quelqu'un qui va se mêler à la course au MVP. Alors peut-être pas dans le top 3, mais en tout cas dans le top 5, 6, 7 les saisons prochaines. Donc être vraiment un top player de la NBA, si la santé lui permet de le faire. J'ai l'impression que l'effectif est bien coaché aussi par Rick Carlisle. Que Rick Carlisle a un plan non seulement sur la saison, mais aussi saison après saison. Et évidemment, du coup, je retombe sur la question qui est posée. Est-ce que tout dépend de Bénédicte Mathurin la saison prochaine? Je dis oui, mais pas que de lui. Ça dépend aussi de Isaiah Jackson et ça dépend également de Jarace Walker. En fait, les trois jeunes comme ça qui ne sont pas encore dans le 5 majeur, je pense qu'ils déterminent grosso modo quelle sera la rotation à 8 ou à 9 des Pacers. Et si ces joueurs évoluent dans le bon sens, Bénédicte Mathurin au scoring, à l'agressivité, etc., et les autres avec eux, et notamment Jarace Walker sur peut-être l'adresse de loin, si ces joueurs évoluent dans le bon sens, les Pacers peuvent faire vraiment beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Après, à quel point l'Est va leur permettre de faire mieux? Il y a peut-être des équipes qui vont être plus en forme, des équipes qui vont être plus en santé, etc. À quel point l'Est va leur permettre de faire mieux, je ne sais pas. Mais clairement, leur salut passe par le développement des jeunes. De toute manière, ils ont plein de jeunes. Semblablement, ils ne veulent pas les trader. Donc, c'est qu'ils pensent que leur salut passe par là. Et je suis d'accord avec eux. Je vais prolonger la question, Tom, évidemment, centré autour de Mathurin, mais pas que ça. Tu vois, tu as commencé à citer des noms, Greg. En fait, il y en a beaucoup. Tu as dit rotation à 9, mais en fait, tu peux descendre à 10, 11 de mecs qui vont potentiellement voir le terrain sur la saison avec les Nembhard, les Ben Shepard, etc. Il va y avoir beaucoup de monde. Donc, et il n'y a plus Jalen Smith, qui est parti chez toi aux Bulls, qui était un super intérieur, jeune, prometteur, drafté par les Suns, évidemment, et tradé pour Torrey Craig. Exactement. Donc du coup, je reprends mon fil avec tout ce beau monde. Bon, notamment Ben Mathurin, évidemment, je vais te laisser développer Tom, mais quand même, avec tous ces gars-là, comment on articule cette progression quand tu pars de plus haut, en fait, par rapport aux équipes dont on vient de parler, les Pacers. Là, l'ambition, c'est de passer un step de plus dépendre du nez d'Andrew Nembhard, finalement. Bah oui, parce que globalement, quand tu es à la place des Pacers, c'est vrai que pour les Pacers, on a beaucoup dit que voilà, ils ont affronté des équipes blessées, mais Mathurin, ils l'ont perdu avant les playoffs. Donc comme ils l'ont perdu avant les playoffs, il n'y a pas ce côté voilà, ils l'ont perdu pendant la série, ils ont perdu des joueurs pendant la série. On leur retient pas rigueur par rapport à ça, alors qu'ils ont perdu Mathurin, qui est quand même un joueur important pour eux, c'est quand même leur 6e homme avant la saison. Je trouve que c'est un joueur qui est un peu dans le même il est un peu dans la même situation que Tyler Herro l'était il y a quelques années. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est aujourd'hui, qui va être le poste 3 de l'équipe, globalement, qui va être le poste 3 en sortie de banc, puisque on l'a vu, par exemple, l'an dernier, c'est lui qui prenait les minutes quand Aaron Nesmith
sortait du terrain. Ouais. Et c'est quelqu'un voilà qui jouait, il pouvait avoir des minutes avec Haliburton, il avait des minutes aussi avec Buddy Hield, mais c'était souvent voilà le poste 3, alors que c'était plus il était plus annoncé au poste 2. C'est quelqu'un qui est assez solide physiquement, et on voit que tu vois cette équipe des Pacers, elle a beaucoup misé sur la continuité, hein, parce qu'ils ont prolongé quand même 4 joueurs majeurs durant l'intersaison. Ils ont prolongé Obi Toppin, ils ont prolongé Pascal Siakam, et là où c'est plus intéressant, c'est qu'ils ont prolongé Andrew Nembhard, qui serait titulaire au poste 2, et ils ont aussi prolongé TJ McConnell, hein, la Rolls-Royce au poste de backup meneur, qui on va dire la garantie, la caution guard play pour la deuxième unité. Donc on va avoir, je pense, un joueur qui va être comment dire, voilà, qui va être vraiment dans ce côté sixième homme dynamiteur. Donc lui, il va falloir aussi qu'il améliore ses capacités à scorer. Il va falloir qu'il améliore ses capacités à scorer. On a vu que l'an dernier, son efficacité avait augmenté, mais c'est aussi parce que il est passé après le All-Star Break de 33 à 38% à 3 points. Hein. Donc, et ce qui est intéressant dans son pourcentage et dans l'augmentation de son pourcentage à 3 points, c'est que ça a bougé surtout au niveau des 3 points qui sont pas dans le coin. Et ça sont des 3 points que la défense subit et pas là des 3 points que ton attaque te crée forcément. C'est des 3 points que la défense te laisse. Donc je trouve que c'est quelque chose qui va être intéressant pour lui. Va falloir qu'il surfe là-dessus. Va falloir voir comment il va se comporter en autocréation. Mais globalement, ils ont re-signé le corps de joueurs, et là le plafond peut être explosé si tu as un hit d'un des 4 joueurs, d'un des 3 joueurs, par exemple, entre Jarras Walker, comme tu l'as dit, Greg, si tu as Ben Shepherd qui se développe un peu plus, qui a eu de bonnes minutes en playoff, ou si tu as Bénédicte Mathurin qui MVP du Rising Star, rappelons-le, hein, MVP du Rising Star, rappelons-le. C'est un titre. Voilà. Comme un autre. Comme un autre, c'est ça. Plus ou moins. Si lui aussi il confirme ce qu'on a vu la saison dernière. Je vais encore une fois, décidément c'est mon rôle, j'adore tordre les questions ici. C'est vrai que la saison dernière, ce qu'on peut dire aussi, là, que les Pacers, déjà, ils sont sortis de la théorie Miles Turner. Je trouve que c'est bien on a arrêté de dire si jamais Miles Turner devient la théorie qu'on veut, alors les Pacers ont une ambition. Donc ça pose la question qu'on pose maintenant. Offensivement, avec tout ce que vous venez de dire, a priori, dans la saison régulière, les équipes très offensives comme ça en saison régulière, ça continue d'être efficace, il n'y a pas de raison. Hors blessure, évidemment, touche du bois pour que ça se passe très très bien, il n'y a aucune raison. La question de l'ambition, même si c'est une preview de saison régulière, la question de l'ambition, elle est quand même liée au play-off. Est-ce que, puisque là on parle de Bénédicte Mathurin, le tout pour l'attaque, finalement je vais dire ça comme ça, à quel point est-ce que un simple développement de Mathurin, développement de Bénédicte Mathurin, ou comme tu le disais Tom, les différents profils qu'ils ont quand même qui peuvent prendre feu à tour de rôle, sachant que tu as aussi la stabilité. Haliburton et Siakam sont toujours là. On n'a pas encore cité le nom de Pascal Siakam, mais en termes de fiabilité, on a eu quelqu'un sur les derniers playoffs. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à cette manière de jouer pour dépasser en fait finalement les résultats, parce que tu as eu des résultats peut-être un peu plus forts, j'ai envie de dire à la manière des Atlanta Hawks, que ce que tu pouvais attendre à cette année en question. Est-ce qu'il n'y a pas un plafond? Je sais pas, c'est difficile à juger parce que Siakam arrive en cours de saison. Si on avait eu une année complète de Siakam, peut-être qu'on aurait pu dresser un bilan, mais j'ai l'impression que l'échantillon de l'équipe au complet est trop faible. Non seulement Siakam arrive à la trade deadline, mais en plus Mathurin se blesse. Il y a une fin de saison sans lui. Jarras Walker joue pas beaucoup la saison dernière. Théoriquement, ils ont trouvé un rôle pour lui au poste vraiment de forward 3-4, plus que 4-5. J'ai l'impression, tu vois, que Rick Carlisle a compris des choses, qu'il a enfin un matériel complet avec 2 stars, voire superstars, parce que Siakam est un éternel sous-coté dans cette ligue. Et j'ai l'impression vraiment que l'an prochain, on va enfin arriver côté Indiana avec une équipe qui va pouvoir commencer à avoir de la continuité. Ça va être la première année où l'effectif sera au complet. Ça va être la 3e année seulement de Mathurin. On rappelle, Jalen Green entame sa 4e année, Mathurin entame seulement sa 3e année. Et en termes d'efficacité, Mathurin est largement au-dessus. Donc, je sais pas, moi j'ai bon espoir de les voir mieux faire que la saison précédente, et pas forcément en réglant drastiquement les questions de défense. Ça reste des questions qui sont en suspens et que Rick Carlisle doit résoudre. Il doit trouver des méthodes pour les Pacers avec le matériel qu'il a pour défendre, mais j'ai l'impression que le plancher, à l'instant T, sans blessure, avec l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, et la maturité des joueurs dans leur carrière NBA est plus haut que la saison précédente, au même moment dans la saison, c'est-à-dire au début.
Ouais, Est-ce que tu rajoutes un mot? Ouais. Oui, le plancher de l'équipe, c'est un peu affaibli sur la rotation intérieure, hein, puisque là, Miles Turner, s'il y a quelque chose qui lui arrive, le pauvre, ça va être très très compliqué pour l'équipe, hein, globalement, puisque Pour la rotation intérieure. Voilà, pour la rotation intérieure, Isaiah Jackson est vaillant. Je crois très peu en James Wiseman dans ce contexte-là. Donc voilà, je pense que ça serait une histoire. Là, il y aurait une story, quoi. voilà, donc, j'y crois très peu, et ça renforce son importance justement dans cette équipe-là. Mais c'est vrai que quand on regarde le niveau de guard play concrètement, hein, avec Tyrese Haliburton, avec TJ McConnell et aussi Andrew Nembhard, hein, qui a montré qu'il pouvait jouer sans l'un et sans l'un avec l'un et sans l'autre. Je trouve que le niveau plancher de cette équipe-là, simplement avec le guard play, tu sais que tu as 48 minutes de traction arrière où voilà, les gars savent jouer, ils font peu d'erreurs, ils sont très propres et ce sont de bons générateurs d'attaque. Et juste avec ça, je pense que c'est une équipe qui pourrait, dans le meilleur des cas, je trouve que c'est une équipe qui a un plancher proche de son plafond, mais que son plancher est très haut, quoi. Très haut. Donc je serais pas surpris si, pour moi, il y a plus de chances qu'ils soient qualifiés. Pour moi, il y a plus de chances qu'ils aient l'avantage du terrain. Ouais. Qu'ils soient dans le play-in. Ah oui. Bah, le play-in, ça commence à ça, les gars. Hein. Quand on liste les équipes, tu peux vite descendre. Hein. Oui, c'est vrai, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est pas juste un coup de feu la saison passée, quoi. J'ai l'impression que il y a des choses qui sont quand même bien ancrées et que justement, presque la blessure de Tyrese Haliburton nous a privés d'un échantillon réel de ce que les Pacers auraient pu donner en l'instant T, quoi. En tout cas, voilà, plutôt optimiste. Et puis une équipe qui va rester, comme tu disais, Greg, l'équipe Darling. Je pense que probablement vous pouvez, voilà, sur le League Pass, vous pouvez lancer les Pacers. On va pas s'ennuyer. C'est le profil d'équipe où voilà. Regardez Pascal Siakam faire du jeu au poste et martyriser tous les défenseurs. Et faire des spins et des spins et des spins. Quel joueur, je l'adore. Ah bah, évidemment, ça se comprend. Mais voilà, on a eu beaucoup de fun. Là, on a parlé d'une attaque de feu, d'une équipe voilà, qui fait plaisir à regarder. Hop, on reprend les choses sérieuses avec une équipe pour laquelle le projet est plus complexe. Mais justement, c'est un peu la question. Les Brooklyn Nets. Donc, les Brooklyn Nets au programme. 32 victoires, 50 défaites. L'année dernière, 11e à l'Est, 23e attaque, 20e défense. L'over-under, accrochez-vous, est à 21,5. Donc, on n'est vraiment pas très optimiste du côté de Vegas sur les Nets. Et ils ne sont pas les seuls. Alors, je parlais du projet. Bon, la question qu'on s'est posée, c'est quoi le projet? Parce qu'il y a toujours des sujets du côté des Nets. Bien sûr, là, on est dans la période des previews, on est dans la période Ben Simmons. Vous avez tous vu les vidéos. Ben Simmons est le meilleur joueur du monde pendant encore une semaine et demie, jusqu'au début de la saison. Ensuite, on a plusieurs questions. Il y a quand même beaucoup de joueurs. Je plaisante, mais il y a beaucoup de joueurs intéressants. Il y a des bons joueurs du côté des Nets. Il y a des Nick Claxton, des Cam Johnson, des Bojan Bogdanovic. La question Cam Thomas. Bon, Greg, tiens, je vais te donner une carte blanche sur celle-là, puisque la question qu'on s'est posée, c'est quel est le projet pour toi? Qu'est-ce qui est intéressant à souligner du côté des Brooklyn Nets 2024-2025? Ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'on a retrouvé un Sean Marks actif, un Sean Marks qui s'endort pas sur ses lauriers anciens et qui n'a pas hésité à comprendre assez rapidement à la fin de la saison qu'il valait mieux embrasser le marasme que continuer, ou en tout cas embrasser le chaos, que continuer le marasme. Ça s'était clairement pas bien passé avec Mikal Bridges pour différentes raisons. Je pense que y a des responsabilités des deux côtés, peut-être un petit peu plus chez Mikal Bridges qui a fait la tête. Et ça me peine de le dire tant j'aime ce joueur. mais ça s'est pas bien passé. Je pense que le coach était pas forcément le bon casting à l'instant T dans le projet des Nets. Et j'aime bien la radicalité avec laquelle Sean Marks a appuyé sur le bouton rouge. Et on se retrouve avec un effectif qui est finalement une sorte de bac à sable où tout est possible, sauf les victoires. Sauf les victoires. La formule est terrible. Mais je pense que la fanbase des Nets est au courant et que du coup, et c'est ça qui est bien pour le coup, contrairement à d'autres fanbases qui sont dans des projets un peu plus nébuleux. On en a déjà parlé. Je vais pas reciter le nom des Bulls. Mais pour le coup, il y a une vraie clarté, une vraie transparence. On part de zéro et surtout, je pense qu'il y a tout un échiquier pour peser la valeur des joueurs qu'on a dans l'effectif et voir à quel point
ça va être des assets et à quel niveau ce seront des assets sur le marché des trades ou sur le marché disons de l'amalgame de pick de draft. Et il y a notamment la question Cam Thomas, qui pour moi est loin d'être un joueur sur lequel on construit une franchise et des ambitions, mais qui est un joueur qui peut trouver de la valeur sur le marché des trades si, et pour moi c'est l'objectif de sa saison, s'il trouve enfin un peu d'efficacité au bout de sa 3e ou 4e saison. C'est un peu le parallèle que je ferai avec Jalen Green. Décidément, j'aime vraiment parler de Jalen Green dans ce podcast, dans ce premier épisode pour moi. Mais voilà, pour moi, c'est la saison déterminante où Cam Thomas doit redéfinir sa sélection de tir, trouver de l'efficacité vraiment et du rendement, parce que le volume, finalement, on est à peu près persuadé qu'il va l'avoir. Et après, il y a tout simplement on lui fait confiance. Ouais, voilà. Il y a la question structurelle qui est de qu'est-ce que tu fais de tes vétérans? Et c'est exactement la même question que chez les Wizards. Tu essaies de les positionner pour aller chercher des trous de draft et te reconstruire sur les drafts prochaines. Mais là, clairement, on a sorti le tank avec les grosses chenilles. Hein. On est sur les Brooklyn Panthers. On a un bilan presque complet. Tom, du coup, je tords même pas la question. C'est quoi le projet pour toi, si tu as autre chose à rajouter sur les Nets? La capture du drapeau. Voilà, ceux qui ont compris le jeu de mots ont compris. La capture du drapeau. Aller chercher Cooper Flag. Je pense que c'est ça le projet. Avoir une équipe... on a vu qu'ils ont fait des trades cet été pour récupérer justement la main sur leur pick de draft. Ça signale qu'il y a quelque chose en préparation. Alors, je me suis noté quelques notes sur eux. Hein. Alors, la première chose, peut-être réhabiliter Ben Simmons, soit essayer d'en faire quelque chose. On sait que c'est quelqu'un qui est en contrat finissant. Donc, peut-être le vendre contre un contrat plus long pour récupérer des assets chez quelqu'un ou simplement le réhabiliter et voir s'il peut servir un peu plus tard dans la reconstruction, voir ce qu'il peut donner. Trouvé preneur pour Dorian Finney-Smith, j'ai noté les Cavs contre Caris LeVert et Schroeder, qui là rejoignent ses compatriotes allemands du côté d'Orlando contre Cole Anthony. Les salaires matchent normalement, tout match. Donc si jamais si ça passe à la trade deadline, vous l'aurez entendu ici en premier. Alors j'ai noté aussi la notion d'identification de talent. On a eu justement Jalen Winslow qui a été MVP de Summer League, un peu un arrière off-ball qui a mis dedans pendant la Summer League et qui peut avoir un jeu intéressant peut-être à côté de Ben Simmons ou au relais justement de Cam Thomas. On a eu aussi Noah Clooney dont on avait parlé un petit peu en off, Greg. Voilà, le poste 4 longiligne, plutôt athlétique, qui a commencé à flasher un petit tir en fin de saison et qui a bien tiré aussi à 3 points à la Summer League, justement aux côtés de Nick Claxton. Donc ça va être peut-être les joyaux, peut-être qu'ils vont un peu les joueurs sur lesquels les espoirs des fans seront pour justement passer la saison, avoir une saison un petit peu plus douce et ne pas penser qu'à Cooper Flag. Autre chose, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour cette équipe-là, c'est de préserver son cap space. C'est l'une des équipes qui pourrait jouer les troubles faits et justement mettre la pression sur des équipes qui ne signent pas leur agent libre restreint. Murphy, on te salue. Si jamais tu ne signes pas ton extension, tu pourrais peut-être te faire autoporteriser par ces mêmes Nets dans quelques mois parce qu'ils ont le cap space pour faire ce type de choses. Et la dernière chose que je me suis noté, c'est potentiellement se positionner sur des projets de seconde draft. Hein. Encore une fois, aller chercher des assets, comme ils ont fait comme Zaire Williams, transférer Mamadi Diakité contre un joueur qui était potentiellement top 10, qui était top 10 à la draft il y a quelques années, et pour essayer de voir ce qu'il peut donner chez eux, quoi. Donc, je trouve, ça va être une grosse usine. Je pense que, ils vont pas perdre de vue que leur objectif principal, ça va être les boules de ping-pong en juin prochain. Mais voilà, la saison doit se passer. Il y a des choses intrigantes dans la saison. Tu as parlé de Cam Thomas. On sait aussi qu'il est, lui aussi, il joue son extension. Et comme tu l'as dit pour Jimmy Butler, il joue pas. S'il fait une bonne saison, c'est pas que pour les Nets, c'est pour les autres équipes aussi qui pourraient avoir envie de lui proposer un contrat. Ouais, bon, on est d'accord. Hein, de toute façon, il y a que des tirs de loin, je vais dire ça en barbarisme, des long shots. Hein, mais l'avantage, je pense que Greg, tu as mis le doigt dessus. Pour moi, c'est ça du côté des Nets. Il n'y a pas d'attente. En fait, tout le monde est assez conscient de là où on en est. Donc, pas d'attente, ça veut dire pas de déception. Et éventuellement,
que de bonnes surprises. Oui, Tom, tu veux rajouter quelque chose? Oui, petite chose, c'est que par exemple, j'ai pu lire aussi qu'il y avait des choses potentiellement que au sujet de Nick Claxton ou de Cameron Johnson. Je trouve que moi, ce sont des joueurs qu'il faudrait garder puisque je trouve que leur valeur ne va pas changer, puisque ce sont des joueurs qui ont un skill set qui va avec de bonnes équipes et que ce sont des joueurs que tu aimerais avoir aussi à côté en pièce de reconstruction puisque ce sont des joueurs plutôt jeunes entre guillemets en termes de contrat NBA et ce sont des joueurs qui ont des skill sets qui pourraient marcher dans ton projet futur. Ouais. Moi, je me pose la question, Tom, là-dessus, parce que je pense justement que c'est des joueurs, enfin, j'imagine que c'est des joueurs aussi pour lesquels tu as des équipes avec des franchise players, tu vois, qui sont dans la trentaine ou qui ont un petit peu passé la trentaine, qui vont se dire, si j'ajoute ce joueur pour un tour de draft, je deviens, tu vois, un peu plus un contender. Tu vois, un Cam Johnson, par exemple, parce que l'adresse, parce que le sérieux défensif, etc., etc. C'est pas évidemment un lockdown. La taille aussi. Pardon, la taille, tu vois, c'est un joueur qui réunit beaucoup de qualités. Le sérieux, c'est un joueur qui réunit beaucoup de qualités pour un contender. Et à quel point, tu vois, une équipe qui manque de shoot à 3 points et de sérieux défensif, à quel point une équipe qui est contender peut pas se dire à la trade deadline, tiens, je vais lâcher un premier tour ou 3 secondes pour aller chercher Cam Johnson. Je sais pas, Et là, t'es Sean Marks, est-ce que tu dis oui ou tu dis non? Tu vois, c'est ça la question. Pour moi, faut dire oui, quoi. Faut vérifier déjà qui a des choses en stock et qui n'est pas scapé. Ça, c'est possible. Surtout chez les contenders. Le cibier est en train de faire très mal. Ouais. Après, je pense que vous vous rejoignez finalement. Ce que tu disais, Tom, en substance, si je traduis, c'est que la valeur de Claxton et de Cam Johnson, elle est via leur profil. En fait, c'est pas une valeur qui s'épuise rapidement à court terme. C'est ça. Tu peux voir les offres comme elles viennent. Et effectivement, si l'offre vient, comme tu dis, Greg, elle vient là cette année, bon bah tu peux dire oui si elle n'est pas refusable. Si elle est moyenne, tu peux te dire bon bah c'est pas grave parce que l'année prochaine j'aurai à peu près la meilleure offre. Donc au final, moi j'ai envie si je devais résumer, conclure autour de ces je dirais que c'est l'équipe parfaite si tu veux démarrer une partie de MyGM sur NBA 2K finalement. C'est-à-dire que tu as plein de pistes. Voilà, Tom, tu en as évoqué plusieurs. Tu as plein de pistes, plusieurs plans possibles. Évidemment, tu as envie que le point de départ soit la bonne Ben Simmons. Voilà. Alors, Cooper Flag sinon, mais voilà, la bonne bille à la saison prochaine. Mais voilà, comme je le disais, finalement, pas d'attente, pas de déception. Tu peux avoir que des bonnes surprises. Maintenant, c'est au GM de faire son boulot. Il a les fenêtres ouvertes. Maintenant, il faut prendre la bonne. Il faut choisir la bonne porte. Voilà. Il faut choisir la bonne porte en espérant évidemment pour eux que ce soit la bonne. On verra bien. Mais effectivement, pour cette année, il n'y a pas beaucoup d'attentes. Mais ça ressemble globalement. Ça ressemble un peu aux Spurs avant Victor Wembanyama. Tu es sûr que tu vas rien faire, tu tankes et tu vas chercher un gros prospect. Voilà. Et avec un peu de chance, un de tes joyaux, comme disait Tom, fera partie de la prochaine mouture des Nets. Donc fermons cette parenthèse Brooklyn et attaquons-nous. Ben voilà, ça y est, on y arrive. C'est vrai qu'on a fait un petit peu traîner sur cet épisode, on ne va pas se mentir. Mais voilà, on y arrive au blockbuster de cet été, j'allais dire de cet été, mais même de cet automne, puisque c'était il y a quelques jours maintenant. Le grand trade qui a eu lieu entre les Knicks et les Timberwolves avec les Hornets, un peu plus tôt, avec Charlotte qui s'est glissée au milieu, autour de Karl Anthony Towns et de Julius Randle. Alors j'essaye de faire un résumé un peu rapide. Du côté des Knicks, donc on récupère Karl Anthony Towns et les droits de draft de Jameson Nagy. Les Wolves récupèrent Julius Randle, j'ai la liste sous les yeux, Julius Randle, Dante DiVincenzo, Keita Bates-Diop, un premier pick de draft des Pistons qui est protégé top 13, mais bon, bref, un premier tour de draft des Pistons, on va essayer de résumer le plus rapide. Et du côté des Hornets, on vient se glisser pour des histoires de salaire. Tom, je te laisserai faire le résumé si tu as envie, avec quelques joueurs, des Daquan Jeffries, des Charlie Brown Jr., des Dwayne Washington, et récupérer des picks ici et là, et du cash, c'est important, ça peut toujours servir. Donc les Hornets viennent faire l'équilibre financier. Donc d'abord, Tom, je vais te laisser la parole là-dessus. Est-ce que on veut rajouter des détails? Est-ce qu'il y a des détails CBA importants à garder j'ai envie de dire à garder à l'œil au niveau de ce trade avant qu'on parle terrain? Ce qui est marrant, c'est que le pick de draft de Détroit, c'est un pick qui avait été échangé à l'époque pour que Détroit puisse acheter un pick pour drafter Isaiah Stewart. Donc c'est assez marrant, le pick de Christian Wood qui se balade comme ça, voilà. Hop, je passe par là, il se balade comme ça. Donc après, c'est vrai que c'est un échange qui a mis du temps à se concrétiser, tout simplement parce qu'il y avait des règles financières liées justement au CBA. Bon, on va faire simple. Le transfert ne pouvait pas se faire en sec comme ça puisque les Wolves sont au-dessus de la seconde à prendre, donc eux ils peuvent échanger un gros salaire, mais la seule contrainte qu'ils ont, c'est de ne pas encaisser plus. Les Knicks,
l'autre problématique, c'est que en faisant ce transfert-là, par exemple, en sec sans impliquer Charlotte, les Knicks se hardcapaient artificiellement à la première apron puisqu'ils encaissaient plus de salaire qu'ils n'envoyaient. Exactement dans ce qui s'est passé pour Mikal Bridges. Donc, ils ont été obligés de trouver un mécanisme pour augmenter la somme qu'ils envoient pour justement être hardcapé à la deuxième apron et valider. Et c'est pour ça qu'on a vu justement Charlotte se greffer et ils ont utilisé une astuce assez intéressante où ils ont re-signé des joueurs qui ont fini la saison avec eux sur des sign and trade en garantissant uniquement une année pour pouvoir faire monter la somme qu'ils envoient et ne pas se faire hardcaper. Voilà, nous avons le résumé. Voilà, pour l'expliquer. Voilà, comme ça, vous pourrez clipper tout ça. Vous avez l'explication si vous voulez y revenir. Maintenant, parlons de ce que ça implique. Alors d'abord, on va parler que du trade. On reviendra ensuite sur les questions sur chaque joueur, mais forcément, on est obligé de faire une petite parenthèse sur ce trade. Greg, je vais me tourner vers toi sur comment t'en penses. Je te laisse le choix de par quel angle tu veux le prendre, celui de Karl Anthony Towns, celui de Julius Randle. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé déjà, première réaction quand tu vois ce gros trade? Ma première pensée, c'est la pensée du gars qui adore Mikal Bridges. Et je me suis dit, ça y est, enfin, on va trouver Mikal Bridges dans un rôle de troisième option sûr. Et Karl Anthony Towns sera la deuxième option de Jalen Brunson. Et du coup, c'est une option intelligente parce que c'est une option qui va dégager la raquette pour les drives de Jalen Brunson et qui devrait lui offrir plus de liberté que si Julius Randle s'était montré titulaire à ses côtés dans le 5 de New York. Donc, je trouve que de ce côté-là, pour moi, toutes les planètes s'alignent. Mikal Bridges va retrouver un rôle intelligent et à la mesure de son talent. Troisième option offensive capable de faire des matchs entre 15 et 25 points, et une intensité défensive à côté de OG Anunoby et de Josh Hart qui va être sublime à regarder pour les amateurs comme moi de défense. Et puis ensuite, cette espèce de jeu élastique entre Jalen Brunson et Karl Anthony Towns avec la menace à 3 points du meilleur shooter de l'histoire des bigs et Jalen Brunson qui est formidable quand il s'invite dans la raquette. Moi, j'ai très hâte de voir ça, clairement. J'ai hâte de voir ce que Thibodeau va en faire en attaque. Je pense qu'il y a du jeu à développer. Sur la défense, évidemment, OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart, on a quand même 3 joueurs avec de l'intensité défensive, de l'intelligence défensive de très très haut niveau. Et puis voilà, moi j'ai l'impression que ce 5 est plutôt pas trop mal construit, honnêtement. Mieux en tout cas qu'avec Julius Randle. Donc pour moi, New York, je comprends le trade sans aucun problème et je vois assez bien la dimension sportive. C'est un peu plus nébuleux côté Minnesota. Je pense que Minnesota était peut-être un petit peu plus animé par la dimension financière que peut-être c'était le cas pour les Knicks. Et effectivement, Julius Randle n'offrira pas le spacing qu'Anthony Edwards a besoin pour rentrer dans la raquette. Donc c'est Jalen Brunson qui va en profiter et Anthony Edwards va devoir trouver d'autres solutions. Par contre, Minnesota va faire de la place pour un autre joueur, Naz Reid, on en reparlera, et puis surtout va peut-être bénéficier aussi du bully ball qui peut dépanner de temps en temps de Julius Randle et de sa capacité à jouer les connecteurs et accélérateurs sur des passes ou sur des dribble and off, etc. C'est plus une énigme côté Minnesota, mais j'ai confiance en ces Wolves pour trouver éventuellement des solutions, puis c'est que pour un an. Et par contre, pour New York, je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir amené ce côté un peu versatile de Karl Anthony Towns d'un point de vue offensif, parce que c'est un joueur qu'on raille souvent, parce que quand il était option 1, ça suffisait pas, mais en option 2, en attaque, c'est quand même assez costaud, je trouve. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. donc voilà. Ça s'entend. Ouais, ça non, s'entend. Mais ouais, vraiment. Tom, du coup, toi, qu'est-ce que tu penses sur le trade? Après, on posera les questions sur chacune des équipes, mais je t'en prie. Je trouve que pour les Knicks, c'est vraiment assumé qu'ils ont changé de catégorie. Donc là, ils font un peu all-in. Hein, c'est jettent les dernières. Qu'est-ce qui restait dans la bataille? Je trouve que voilà, comme tous les équipes qui veulent se montrer contender, c'est une équipe qui est devenue top heavy, justement en sacrifiant des bons contrats et des assets contre justement l'amélioration de son plafond, puisque là, c'est une équipe qui a un meilleur plafond que je trouve la fin des derniers playoffs, quoique avec Hartenstein. Disons oui. C'est une équipe qui a un meilleur plafond que les derniers playoffs. Par contre, c'est une équipe qui a vu son plancher nettement abaisser, notamment par exemple il n'y a pas vraiment d'alternative à Mitchell Robinson qui va devenir un joueur important du banc mais qui est blessé en dehors de peut-être de Precious Achiuwa.
il y a toujours des problématiques avec Karl Anthony Towns quand il est sur le terrain, les problématiques de faute, les problématiques de perte de balle. Cette fois-ci, il va être replacé en poste 5, donc peut-être que ça sera plus dommageable. Après, c'est vrai que de point de vue défensif, je pense que ça peut être intéressant de le voir plutôt, par exemple, sur du edge ou des choses comme ça, ou même de revoir un peu les systèmes un peu agressifs où on bouchait la raquette. Revoir un peu ce que les Pelicans ont fait l'an dernier avec CJ McCollum et Jonas Valanciunas, hein. C'est-à-dire que voilà, on a des longs ailiers qui sont assez forts pour aller faire des stunts, pour gêner, pour boucher la raquette. Et du coup, même si quand les joueurs arrivent à accéder à la raquette, il y a du grabuge et on prend des points avec une haute efficacité, mais on va limiter la proportion des tirs qui vont être pris dans cette zone-là en étant agressif, notamment avec la meilleure paire à l'aile. Sur la défense du ballon à l'aile, on doit avoir une des meilleures paires de la NBA avec OG Anunoby et Mikal Bridges en termes de, enfin, quand t'as la notion de playmaking, t'as la polyvalence des profils sur lesquels il peut défendre. Là, peut-être on a un Mikal Bridges qui peut faire 1, 2, 3, on a un OG Anunoby qui peut faire 3, 4, 5 sur certaines séquences. Donc voilà, on a une polyvalence. Et la problématique aussi de ce côté top heavy, c'est que je trouve que c'est une équipe qui, même si son plafond est plus haut, je trouve que le bilan qu'ils auront en saison régulière sera plus bas que celui qu'ils auraient eu, je pense, s'ils n'avaient pas fait le trade. Tout simplement parce que, voilà, les joueurs de profondeur comme Dante DiVincenzo, même Julius Randle, hein, qui est important notamment sur la notion de drive and kick et proposer justement des solutions dans le corner. C'est-à-dire que là, en faisant ce trade-là, ce que les Knicks ont fait, c'est qu'ils ont échangé du playmaking contre de la finition, en se disant que Jalen Brunson et potentiellement Mikal Bridges vont être capables d'apporter toute la création possible. Moi, j'en doute un peu, mais c'est à l'échange, j'ai hâte de voir ça. Ouais, bah, j'allais dire un peu comme toi pour conclure sur le trade. Après, on passera aux équipes parce qu'on a envie d'en parler de la saison régulière, on se sent bien. C'est vrai qu'ils ont tranché finalement dans la rotation à l'aile, si on veut, enfin en tout cas sur les lignes extérieures, pour rééquilibrer un petit peu leur effectif et puis s'offrir. Alors, comme tu dis, c'est plus pour de la finition, mais tu vas pouvoir t'offrir des. Alors, si tout le monde est en santé, parce que c'est le cas important, tu l'as souligné, mais quand même, le fait que Mitchell Robinson soit déjà out, la rotation intérieure, est-ce que retrouver 4 en 5, c'est une. Voilà. Maintenant, tu as cette potentialité, tu vas être un peu contraint de l'utiliser, mais tu vas aussi avoir la possibilité de jouer très grand si tu le souhaites avec un 4 en 4 à côté de Mitchell Robinson. Bref, tu t'offres d'autres options pour un peu soulager. On a beaucoup parlé de la charge offensive de Jalen Brunson dans le DH20. Je pense que c'est aussi un peu ça l'idée, de se dire il y a peut-être des limites au shot-making incroyable qu'a eu Jalen Brunson. Il faut pouvoir apporter d'autres solutions, d'autres variétés offensives. C'est vrai qu'au bout d'un moment, les Knicks, c'était pick and roll central pour Jalen Brunson et on voit où ça nous mène. Alors certes, il y a eu Michael Bridges, mais je pense que tu te dis que dans l'optique d'avoir plus de variance dans les systèmes à proposer, un Karl Anthony Towns va t'offrir des choses différentes que ce que tu avais avec Julius Randle. Du côté de Minnesota, tu l'as évoqué, Greg. Effectivement, on est plus sur du moyen terme. Je pense j'ai un peu envie de qualifier ce trade d'aveu de faiblesse. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a évidemment le financier avant tout, mais de se dire, avec Karl Anthony Towns, le côté, on a besoin que Anthony Edwards soit Michael Jordan pour le coup. Michael Jackson, ce sera un autre problème là. Mais Michael Jordan pour gagner quelques matchs, on n'y croit pas trop, donc on va jouer le moyen terme finalement. Pour cette année en dur sportivement, c'est vrai que si on parle que sportif, ça fait pas trop sens. On est obligé de prendre en compte l'aspect financier à moyen terme quand on parle du côté de Mini. Je te vois dodeliner, Tom. On en reparlera quand on parlera terrain. Je vous propose de parler des questions. Comme ça, au moins, on pourra inclure le nouveau trade dedans, puisque tu as commencé à en parler d'ailleurs, Tom, au niveau des Knicks. Donc déjà, je rappelle l'énorme saison dernière. 50 victoires, 32 défaites, 2e à l'Est, 7e attaque, 10e défense. Un over-under donc à 52,5 maintenant. Forcément, on est optimiste du côté de New York. Alors, la question qu'on s'était posée, c'était l'objectif first seed Est, premier, évidemment, premier à l'Est pour avoir l'avantage du terrain tout le long des playoffs. Est-ce que c'est un objectif, notamment pour marquer les esprits avant le début des playoffs? Et avec cette nouvelle mouture, je t'en prie, Tom, vas-y pour les Knicks, une fois que tu auras fini de te frotter les yeux. Ouais, je pense que voilà, pour moi, je pensais que, si le trade n'avait pas été fait, pour moi, ça aurait été un vrai candidat pour le first seed, hein, que ce serait l'objectif pour cette équipe-là. Mais je pense que là, on va être plus essayer d'arriver en santé en playoff, puisqu'on sait que ce sont des joueurs en dehors de Mikal Bridges, qui est un Ironman, et
et Josh Hart qui joue Tom Thibodeau 48 se régale. minutes. qui joue 48 minutes. Voilà, il y a toujours il peut y avoir peut-être quelques questions du côté de Giannobi, hein, qui voilà, encore une fois, hein, qui est un joueur dans le moule Thibodeau, donc Thibodeau va pas vouloir l'enlever du terrain. Donc il y a des chances qui se pètent. Mais je trouve que voilà, les Knicks vont être un peu trop courts pour peut-être aller jouer le first seed. Mais voilà, je pense que ça va être une équipe que personne on voudra pas forcément tomber sur en arrivée en playoff. Greg, est-ce que pour toi aussi ça a un peu changé cette approche de la saison régulière, ce trade-là? Oui. Oui, je pense que l'objectif, c'est le titre. C'est pas de... Alors évidemment, ça finira, à mon avis, top 4. Mais je suis pas certain. En plus, comme le dit souvent Tom, comme on est de plus en plus dans une NBA de match-up, avant d'être d'une NBA de seeding pure et dure, je pense effectivement que le plus important pour les Knicks, c'est d'essayer d'être en santé à l'arrivée en playoff. Et qu'ils soient premier, second, troisième, quatrième et même cinquième, sixième, ils peuvent être très dangereux à partir du moment où ils arrivent en santé et en rythme. Parce qu'il y a 2-3 petites choses à faire cliquer. Mais moi, j'ai totale confiance en Thibodeau que je redécouvre et pour lequel je commence à développer un petit peu d'affection, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Je redécouvre ce coach et j'avoue que ces Knicks m'intriguent. Ils m'intriguent presque plus que la saison passée. Voilà, je sens bien cette saison pour les Knicks. Je sens bien cette capacité à faire troisième ou quatrième en saison régulière, mais par contre à aller chercher la finale de conférence. Tom, j'ai vu que tu levais la main très scolairement. Pour rebondir sur ce qu'a dit Greg, ce qui peut être intéressant et pour faire le parallèle avec ce qu'on disait notamment au niveau des reconstructions, hein, c'est que les Knicks, ils montrent que t'as pas forcément besoin d'avoir des joueurs draftés pour que les fans de la franchise et que que les fans globalement, hein, même au niveau des fans français, hein, qui s'attachent à l'équipe. Puisqu'au final, le seul joueur drafté, en dehors des joueurs qui ont été draftés cet été, hein, le seul joueur drafté qui reste dans le projet, c'est Miles McBride. Tous les autres joueurs draftés ne sont plus là. Et au final, il y a quand même ce sentiment vraiment de... Ils font que, en fait, t'as l'impression de... Pour moi, j'avais l'impression de revoir un peu les Grit and Grind Grizzlies, où voilà, t'avais la notion de l'équipe, c'est vraiment l'équipe de la ville, quoi, et que les gens se reconnaissent à cette équipe-là, sans qu'il y ait forcément de joueurs qui étaient draftés là. Donc ça montre que voilà, il y a d'autres façons de reconstruire. On peut avoir du talent par la draft, mais aujourd'hui, c'est une équipe qui va arriver peut-être, qui se place comme étant un contender avec aucun joueur drafté projeté dans le 5 majeur. 4 ans seulement entre l'époque où Nerlens Noel était dans le 5 et l'époque où maintenant c'est Karl Anthony Towns à côté de Jalen Brunson, OG Anunoby et Michael Bridges. Une balle perdue pour Nerlens Noel, c'est cadeau. Et ouais, si tu nous regardes. Évidemment, oui, qu'il écoute de Kebdo. Non, mais oui, si je pourrais rajouter, alors déjà sur Thibodeau, je crois qu'il n'y a que les fans des Bulls dans la NBA qui avait une sympathie certaine pour lui. Mais au-delà de ça, moi, je pense que, et la question est intéressante puisqu'on se l'est posée avant le trade, personnellement, je fais partie des gens qui auraient été, je pense, plus bas que la moyenne avant le trade sur les Knicks. C'est-à-dire que oui, l'objectif first seed pour faire peur, je préfère ce côté, tu l'as dit Greg, des nouvelles choses à tester, voilà, il faut faire cliquer quelque chose, mais d'avoir plus de possibilités, d'avoir je préfère l'incertitude du plafond à la certitude du plancher. Mais bien sûr. C'est-à-dire que, autant sur la saison régulière, c'est vrai que, bah oui, si tu as un plancher certain, tu es plus safe, tu vas avoir un meilleur seed, etc. Mais comme tu le rappelais, quand on va arriver plus loin, et ce trade aussi, on l'a bien vu, hein, les Knicks, personne n'est dupe. Tout le monde regarde les Celtics, les Knicks regardent les Celtics. Donc forcément, et je préfère cette incertitude-là. Donc oui, peut-être que l'objectif saison régulière va être un peu plus temporisé. On va voir si Thibodeau va réussir à se canaliser également sur les minutes. Il y a quelques joueurs jouables, en fait, finalement, même si la rotation semble un peu plus courte. Il y a des Precious Achiuwa, McBride, voilà, il y a des joueurs qui peuvent voir le terrain. On a un campaign peut-être, encore une fois, qui est toujours un peu là, encore parmi les noms de joueurs NBA qui traînent, mais qui sont encore là. Landry Shamet. Landry Shamet, évidemment. Suns Legend. Si voilà, Thibodeau arrive à peu près à tenir le bateau pour arriver en forme et en rythme, comme tu disais Greg, en play-off, moi je préfère cette incertitude-là. Il y a des choses à voir. J'aurais eu plus peur si on repartait pour la même chose en disant Jalen Brunson, sauve-nous. Même si ça a été énormissime ce qu'il a fait pendant ses playoffs, on en a parlé, il est rentré dans le DH20 et il l'a bien mérité. Mais voilà, je préfère ça personnellement.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les Knicks ou on passe de l'autre côté du trade? On peut passer de l'autre côté. Je vais juste dire que si tu préfères les plafonds très hauts et les incertitudes des plafonds, tu es bienvenu dans la fanbase des Suns. Oui, c'est vrai qu'en termes de plafond à Chicago, bon, pour le moment, il faut que je tempère mes ambitions. Parlons plutôt de meilleures nouvelles. Repartons à l'ouest, voilà, loin de Chicago. Du côté de Minnesota, on va parler donc des Timberwolves. Donc je fais comme tout le monde, 56-26. Les ex-Timberwolves. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Il y avait eu ce passage avec Thibodeau, avec Jimmy Butler. Bon, on a mis ça derrière nous, manifestement. Donc 56-26 la saison dernière, 3e à l'ouest, 16e attaque, première défense, évidemment, première défense, les Wolves. Alors un over-under à 52.6, on est un peu moins positif cette année du côté de Vegas. Alors, la question qui était posée en amont, je vais la poser quand même, et puis après on pourra reparler, c'était celle des minutes, notamment d'un certain Mike Conley. Tiens, tu faisais le parallèle avec les Bulls, on va faire le parallèle avec les Grizzlies un peu, Tom. Mike Conley qui va passer les 35 000 minutes en carrière, mine de rien. Et Mike Conley a 18 ans, t'es folle, à 18 ans d'écart avec son backup, et 8 jours d'écart avec le backup du backup, si on continue à plonger dans la rotation. Donc, cette question, qui était celle un peu de l'intersaison, et qui est peut-être d'ailleurs augmentée avec ce trade, la question du guard play, de confier par exemple le rôle de 6e homme, justement le backup s'appelle Rob Dillingham, hein, bien entendu. Je vois que dans la question il y a écrit #Rob Dillingham d'ailleurs. Alors, cette question-là, je ne sais plus où j'en suis. Tom, je te vois acquiescer, enchaîne. Donc, je te donne la parole. Que penses-tu du guard play? Mike Conley, voilà, c'est un sujet pour toi. Je trouve que voilà, avant le trade, je pense que c'est une question qui était totalement légitime. Hein. C'était une question totalement légitime dans le sens où voilà, Mike Conley qui arrive à un certain niveau de minutes, qui est un petit meneur de jeu. On sait que à cet âge-là, on peut être bon une saison et être vite moins bon. Du moins la descente n'est pas linéaire. Ouais. Voilà, la chute n'est pas linéaire à cet âge-là sur ces profils-là de petits joueurs qui sortaient d'une excellente saison. Hein. Mike Conley qui est l'un des meilleurs joueurs de pull-up l'année dernière, hein, un des meilleurs joueurs de pull-up qui encore une fois hein, très important au niveau du guard play, très important pour faire jouer Rudy Gobert, qui justement avait un backup qui a été recruté à la draft dans la personne de Rob Dillingham. Au moment de la conférence de presse, il s'était dit que il n'y aurait pas eu d'autres joueurs qui seraient venus entraver, qui auraient un peu repris le rôle qu'avait Kyle Anderson, hein, un meneur de seconde unité et un homme à tout faire. On sait aussi que ces profils pétards ambulants, ou du moins jeunes joueurs draftés avec des capacités au scoring individuel et pas forcément beaucoup de capacités de création collective. En première année, c'est toujours compliqué en NBA, notamment quand tu as des ambitions de finale NBA ou voilà d'aller loin en playoff. Et le backup du backup, comme tu as dit, c'était Joe Ingles, qui a quelques jours d'écart avec Mike Conley, donc qui lui aussi qui commence à se faire très vieux. Hein, Joe Ingles qui bouge plus beaucoup. qui bouge 37 ans. Voilà, qui bouge plus beaucoup et qui lui aussi avait cette fameuse relation potentielle avec Rudy Gobert qui pouvait aider. Donc je trouve que voilà, maintenant c'est une question qui se pose moins parce que avec le trade, ils ont quand même récupéré Donte DiVincenzo qui est un joueur assez solide sur notamment la création individuelle et aussi sur tout ce qui est jeu off-ball, et Julius Randle hein, qui est aussi un bon playmaker hein. Voilà, c'est un joueur qui ramène du playmaking. C'était une des raisons qui permettait justement d'aller chercher les 3 points dans les coins quand il était à New York avec son jeu un peu de bully ball, puisque voilà, il a une certaine gravité que, enfin, Julius Randle est un joueur assez puissant qui peut enfoncer son défenseur et fait en sorte que la défense se contracte sur lui pour ensuite pouvoir distiller des passes. Donc là, ils ont retrouvé un peu de guard play, même si c'est pas des guards dans le sens proche du terme. Et donc, je suis impatient de voir comment ça va se dérouler pour eux. Je trouve que au final, quand tu regardes uniquement le trade par le prisme de ce qu'ils ont reçu, c'est un peu déceptif. Mais quand tu mets en contexte ce qu'il y avait déjà de présent et la notion d'addition par soustraction, peut-être, voilà, je trouve que leur plancher est pas si différent. Très bien. Greg, je me tourne vers toi sur ce côté guard play, peut-être justement la confiance en cette arrivée de DiVincenzo et de Randle pour compenser un petit peu cette question qu'on s'était posée donc une nouvelle fois avant le trade. DiVincenzo, moi j'adore. Je trouve que c'est vraiment une bonne pioche. J'adore.
J'adore, exactement. Pour de la musique. On sent Je qu'on a je ferai un heure et demie de pod podcast. entièrement peint en bleu à l'occasion. Donc, ouais, Dante, j'aime beaucoup. J'ai quand même plus de questions sur le fit absolu de Randle, mais c'est vrai que les qualités qu'il apporte, tu l'as dit Tom, correspondent à ce qui a été délaissé par Minnesota cet été avec les départs différents. Ça perd quand même un petit peu d'adresse à 3 points, même si Dante DiVincenzo est capable d'en ramener. C'est pas quand même au niveau, je pense, de Karl Anthony Towns, ne serait-ce qu'en volume. Par contre, effectivement, ça évite les problèmes de faute. Là-dessus, on est d'accord. Et il me semble aussi que Dante DiVincenzo est quand même un défenseur extérieur capable et que ça va faire du bien à Minnesota qui aime défendre, dont c'est l'identité majeure. Donc là-dessus, ils perdent pas beaucoup. Pour revenir à Mike Conley, 38 000 minutes, pour donner un peu une représentation de ce que veut dire cet échantillon, c'est que André Iguodala, qui a joué 3 ans de plus et qui a terminé sa carrière, n'a joué que 39 000 minutes dans sa carrière. Donc Mike Conley a vraiment une durabilité dans la ligue qui est absolument impressionnante. Et ce qu'il apporte dans le terrain aujourd'hui, c'est vraiment très précieux pour Minnesota. Donc il va falloir rentabiliser les dernières années de Mike Conley parce que le profil qui arrive derrière, Rob Dillingham, n'est pas du tout le même. Et c'est un profil qui peut marcher sur les plates-bandes de Anthony Edwards parce que c'est un profil qui attaque le cercle, etc., etc. Un petit peu ce que Anthony Edwards a besoin de faire. Donc, effectivement, la NBA de demain et d'aujourd'hui est déjà en grand besoin de drive et Anthony Edwards et Rob Dillingham vont se délecter de prendre ses shoots en tout cas de les tenter pour Minnesota. Mais j'ai peur que à moyen terme, l'association des deux devient une équation difficile et la période où il va rester Mike Conley, à mon avis, va faire le liant et va peut-être permettre de développer d'autres choses chez Rob Dillingham qui lui permettront d'être complètement compatibles avec Anthony Edwards parce que les deux ont un talent phénoménal et pourraient être des options 1 et 2 dans une équipe très très forte, surtout avec Rudy Gobert qui a encore des années à donner. Donc j'ai hâte de voir comment Mike Conley va mentorer Rob Dillingham et va lui permettre peut-être de progresser sur d'autres aspects du jeu dans des zones du terrain qui sont pas prises par Anthony Edwards. Ouais, je rejoins ce que tu veux dire et je vais recouper aussi avec l'arrivée de DiVincenzo qui soulage un petit peu de la pression peut-être qui pouvait être mise sur Rob Dillingham parce que si on repart avec les mêmes, comme on a laissé les Timberwolves, Rob Dillingham arrive avec la pression d'être le 6e homme qui doit tout de suite scorer dès qu'il rentre et prendre toute la charge offensive qu'avait Anthony Edwards, ce qui est énorme pour un rookie malgré, moi il fait partie des quelques-uns que j'ai vus rookie, où j'ai vu quelques images, etc., où c'est vrai qu'il est très impressionnant, c'est un scoreur très dynamique et ça donne envie, mais c'est beaucoup de pression pour un joueur de ce profil, notamment en année 1, qui souvent se retrouve vite face à un mur et surtout quand tu as des attentes à ce niveau-là et on parle de second tour, de finale de conf, on parle d'attentes assez hautes, donc ça va permettre de soulager ça. Et aussi tu parlais de l'aspect défensif, je pense que Greg, ça aura son importance. Je pense que soulager un petit peu Ant sur certains match-up, d'aller s'occuper du porteur de balle, dont Anthony DiVincenzo est capable de le faire un petit peu, et je pense que ça permettra aussi de soulager la pression sur Anthony Edwards pour lui permettre des répétitions offensives, peut-être un peu de création secondaire. Voilà, c'est ce trade-là dans l'aspect du guard play et des minutes, surtout de la rotation des minutes côté guard, va permettre de compenser tout ça. Et c'est vrai que Tom, comme tu l'as dit aussi, on ne sait pas à quel moment Mike Conley va commencer à avoir du mal à mettre un pied devant l'autre, donc autant se préparer. J'avais une deuxième partie, mais vas-y, vous voulez y aller tous les deux. Greg a levé la main en premier. Je vais juste rajouter que le fait que Anthony Edwards puisse être, allégé des tâches défensives va lui permettre, à mon avis, de enfin aller chercher l'efficacité dont Minnesota a besoin qu'il ait en attaque et que aujourd'hui, en tant que joueur qu'on annonce dans le top 10, top 5 des H20, tu vois, sur les années prochaines, clairement, il faut que ce mec devienne complètement efficace. Il faut que ça dépasse la moyenne parce que je crois qu'on n'y est toujours pas. Je crois qu'on est à 98 ou 99. Là, il est temps que Anthony Edwards soit à 100, 105 d'efficacité pour que vraiment son profil d'attaquant soit valuable pour Minnesota au niveau de ses promesses, quoi. Et je pense que Dante DiVincenzo peut l'aider à ça en allégeant notamment des tâches défensives. Il devrait retrouver un peu de jus de l'autre côté du terrain et donc peut-être un peu plus de sang-froid, quoi. Ce qui l'aidera à faire des choix, notamment sur sa sélection de tir plus pertinent, quoi. Toujours plus pertinent. C'est vrai que à l'arrivée de quand le trade est fait, tu te dis que effectivement ça va être intéressant justement l'association tu vois avec DiVincenzo
et entouré par Jaden McDaniels et Anthony Edwards, c'est quelque chose qui est intéressant puisque les Timberwolves, c'est une équipe qui manquait de two-way players et ils arrivent à en rajouter un et demi, c'est-à-dire que Dante DiVincenzo, ok, les match-up proof, c'est un two-way player, et Julius Randle qui est un potentiel two-way player qui tend plus, il penche plus vers l'attaque que la défense, mais il peut, voilà, c'est pas un plot, il peut proposer quelque chose. Mais après, juste pour conclure au niveau du trade, par rapport à Minnesota, je trouve que il y a parmi les choses intéressantes. Donc, on a évoqué un petit peu l'aspect financier. Donc, c'est pas, alors oui, il y a une baisse minime de salaire cette année, c'est-à-dire que ils perdent entre guillemets 6 millions, enfin un peu moins que ça, oui 6 millions, oui puisqu'ils récupèrent qui est habituel dans l'échange. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue financier, c'est que voilà, ils font baisser déjà le niveau de taxes pour l'année prochaine et pour le début de l'intersaison 2025, on sait que Julius Randle, il a une player option, c'est-à-dire que aujourd'hui, il passe de 145 millions garantis sur 5 joueurs, sur les 5 joueurs les mieux payés de l'effectif, à 98 pour le début de l'année prochaine. Donc, on voit cette notion de flexibilité financière. Il y avait aussi cette notion de la flexibilité du roster, comme tu l'as dit, Adrien. C'est peut-être qu'ils ont, il faut un aveu d'échec sur la rigidité qu'ils ont eu l'an dernier à monter une équipe faite pour détruire un opposant qu'ils ont rencontré peut-être trop tôt. Et donc voilà, ils ont fait cet aveu-là, l'aspect de flexibilité du terrain et aussi la confiance, un peu comme tu disais, Greg, la confiance au role player. Nasrid, est-ce qu'il peut te dupliquer un petit peu moins bien ce que pouvait apporter Karl Anthony Towns et le succès de la seconde draft qu'il y a eu avec Nickel Alexander-Walker. Ces deux joueurs qui allaient être en fin de contrat à la fin de saison, ils s'organisent pour pouvoir non seulement leur donner les moyens d'éclore un petit peu plus, mais aussi de pouvoir les payer si jamais ça marche. Ouais, et je vais abonder dans ton sens, c'était la deuxième partie de mon propos sur le côté de Julius Randle, ce qui est quand même pas inintéressant, c'est qu'on est d'accord. Donc voilà, Nasrid, comme tu dis, pour retrouver un petit peu ce que tu faisais avec Kat. Randle, c'est aussi intéressant. L'association Randle-Gobert, tu retrouves un peu le Randle-Robinson, qui marchait pas si mal, contrairement à ce qu'on peut croire, même offensivement. Randle y arrivait bien, notamment parce que tu l'as dit, il y a cette notion de, c'est pas un très grand playmaker, Julius Randle, mais quand même qui est capable de voir le match-up, de faire la petite connexion intérieur-intérieur avec un joueur très vertical à ses côtés. Et il y a un autre aspect et qui est une force des Wolves et qui n'a pas bougé. Et ça fonctionne aussi avec DiVincenzo d'ailleurs. Le défi physique, c'est une équipe qui, oui, bon, Anthony Edwards est arrivé à bout de souffle au bout d'un moment à cause d'une trop grosse charge et défensive et offensive. Cela dit, c'est quand même une équipe qui est construite et qui fatiguait, on l'a bien vu face aux Nuggets, des fois, qui finissait par les épuiser. Et un Julius Randle, tout comme un DiVincenzo, sont des joueurs qui, voilà, même si Julius Randle, il y a des jours où la défense, il est un peu moins concerné que d'autres, mais ça reste quand même un joueur qui impose un défi physique, qui impose un match-up physique, et voilà, cette force-là, tu continues d'appuyer dessus. C'est quelqu'un qui a moins peur du contact qu'un Karl Anthony Towns, et donc je pense que dans cette optique-là, ça servira. Sur certains matchs, ça va servir. Ouais, clairement. Ça vous va comme parenthèse, comme longue parenthèse autour, forcément, on a posé les questions, on a voulu un peu parler de ce trade, on a attendu que tout soit officiel parce que voilà, il y avait plein de petits détails à régler. Donc voilà, pour les Knicks, pour les Wolves, pour ce trade, il reste une équipe. Évidemment, vous l'avez deviné, on a Tom avec nous, on est obligé d'en parler. Les Memphis Grizzlies. Et en voilà une équipe intéressante, puisque une saison dernière particulière. Je vais donner le résultat, mais enfin... Voilà, on ne va pas forcément tirer des leçons sur cette 13e place à l'Ouest, 27 victoires, 55 défaites, 30e attaque, 13e défense. Certes, voilà, 27 victoires la saison dernière, l'over-under, il a 45,5. Donc 45,5, on est beaucoup plus haut. Forcément, il y a beaucoup de choses qui vont changer du côté de Memphis. Et il y a quand même une question, et une question d'incertitude, justement, qui se pose autour de Zach Edey. Donc la question qu'on se pose, c'est le niveau de Zach Edey. Est-ce que c'est ce niveau-là qui va décréter la différence, le delta entre le plancher et le plafond, donc faire terminer Memphis peut-être avec l'avantage du terrain ou à la lutte pour le play-in. Et ça fait un moment, tu avais commencé à l'évoquer, Tom, que Memphis n'avait pas inséré d'incertitude sans toucher justement à la certitude. Est-ce que, où on va avec tout ça, Tom? Comment tu te sens à l'approche de cette saison en 2024-2025? Je pense que cette saison, ça va être la première vraie saison de la pression pour Memphis. Tout le monde aura un peu la pression, que ce soit Taylor Jenkins ou les joueurs. Je trouve que Memphis est dans la même situation que Dallas l'an dernier. C'est-à-dire qu'ils manquent ils sont attendus,
il manque les playoffs pour des raisons diverses. Hein. Dallas, il y avait eu des blessures, il y avait eu un peu de tanking. Memphis, il y a eu des blessures. Voilà, il y a eu beaucoup de blessures. Et en fait, c'est deux équipes qui ont eu la même approche à la draft, c'est-à-dire qu'ils ont drafté un pivot haut à la draft. Donc c'est quelque chose qui est pas forcément recommandé, qu'ils ont drafté un pivot avec. Alors c'est deux archétypes différents. Hein. On a le pivot vraiment moderne, très vivace et rim runner avec un peu de playmaking en la personne de Derek Lively. Là, au Memphis tente un pari sur un morphotype qui est pas forcément très en vogue, en tout cas dans la NBA moderne. C'est quelqu'un qui amène beaucoup de compromis et qui a pour lui d'être grand, d'être assez adroit près du cercle, et c'est quelqu'un qui pourra être utilisé notamment sur de la défense en drop et qui pourra faire pas mal de Gortat screen sur son jeu qui va être utilisé sur le jeu d'écran. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui va être très important et qui va définir un peu on va dire la saison ou la tournure de la saison de Memphis, puisque on a vu que le front office semble abandonner cette idée d'avoir Jaren Jackson en poste 5, puisque l'année dernière ça a été testé, mais finalement il y a eu le besoin de rappeler Bismack Biyombo pour replacer justement Jaren Jackson, Bismack Biyombo qui est revenu, et même Xavier Tillman qui jouait au poste de pivot aux côtés de Jaren Jackson, même s'il était plus petit. Donc le front office semble avoir abandonné ça sur le long terme en investissant un pic de draft très haut sur Zach Edey. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va être très important dans le succès qu'aura l'équipe. Il y a toujours le trio magique Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. Mais ensuite, il va falloir que ce qu'il y a autour aille plus loin. Mais c'est vrai que la théorie de l'équipe n'a pas été testée, puisque Marcus Smart, on l'a très peu vu, puisque en comprend les équipes de Memphis qui ont gagné les 50 matchs. Alors c'est vrai que la première année, il y a eu la perte de DeAnthony Melton et aussi de Kyle Anderson. La deuxième année, il y a eu la perte ensuite de Dillon Brooks et de Steven Adams. Steven Adams qui était un joueur important, hein, notamment dans le jeu de possession, et qui jouait à peu près 25 minutes par match. Mais et aujourd'hui, on a une équipe qui n'a rien à voir en dehors du trio et de Brandon Clark. Et encore Brandon Clark, on sait potentiellement plus exactement qui c'est, puisque il s'est aussi blessé gravement et il est revenu en fin de saison dernière. Donc il y a pas mal d'incertitudes. On ne sait pas si les certitudes qu'il y avait sur les saisons précédentes sont assez bonnes pour justifier de prendre un tel risque. Je vais te poser cette question, Greg. Je vais juste rappeler pour peut-être ceux qui ne voient pas qui est Zach Edey. On est sur, parce que tu as beaucoup parlé de son physique, on est sur un très grand pivot. Il fait 7'4", donc on est sur 2m25, quelque chose comme ça, et 300 livres, quoi, donc 135 kilos. Donc on est sur, voilà, on est vraiment sur un gros physique. C'est le profil qui a été drafté du côté de Memphis. Du coup, Greg, toi, comment tu vois ce pari, je vais l'appeler comme ça, ce pari Zach Edey avec le retour de Ja Morant, avec, tu n'as même pas cité son nom, Tom, enfin à peine, de Desmond Bane aussi, qui est quand même voilà, une des valeurs sûres, avec Jaren Jackson. Comment tu le sens, toi, Greg, ce delta, plus proche du plancher, plus proche du plafond? Perdu entre les deux. Le delta est lui-même perdu entre son propre plancher et son propre plafond. En fait, moi, il y a une variable d'incertitude qui se rajoute à ce qui est en interne à Memphis, c'est l'évolution de la conférence Ouest depuis que Memphis n'a pas pu être compétitif. La conférence Ouest s'est ramassée, la compétitivité à l'intérieur de la conférence s'est dynamisée. Je me demande à quel point l'équipe d'il y a 2 ou 3 ans serait compétitive dans la conférence Ouest d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle serait vraiment dans le top 3 ou est-ce qu'elle serait plutôt dans le top 5, voire dans le top 6 ou 7? C'est la première question que je me pose. Et là-dessus, tu rajoutes l'incertitude Zach Edey, qui est effectivement un pivot drafté très haut, et les Suns sont bien au courant de ce que ça veut dire en termes de risque. Dragan Bender, si tu nous regardes, André Ayton, si tu nous regardes. Mais du coup, moi, ce que je souhaite à Memphis, c'est que ça colle du côté de Zach Edey et qu'effectivement, on ait des chiffres et des statistiques, notamment sur les screen assists, ce genre de choses de la part de Zach Edey, par son physique, qui soit très volumineux et qui soit très qualitatif pour la garde arrière de Memphis, qui est franchement, si elle est en forme, et dans peut-être le top 4 des meilleurs combos 1-2 de la ligue. Desmond Bane, ça fait partie des 3 joueurs peut-être les plus sous-cotés de la ligue, les joueurs qui passent le plus sous les radars alors que leur progression est constante et que leur rendement est incroyable.
Et franchement, j'en garde des mauvais souvenirs sur les rencontres contre Memphis, dans un Memphis décimé contre les Suns l'an dernier. Jokic aussi garde des souvenirs de Zizo de Jaren Jackson à longueur de temps. Je garde des très mauvais souvenirs de Memphis l'an dernier. Avec les Spurs, c'est vraiment terrible. Mais assez parlé des Suns. Donc, moi, je suis très curieux de la saison qui va venir pour Memphis. Pour moi, l'objectif, c'est sur peut-être les 20 premiers matchs de savoir où on en est dans la conférence Ouest. Je sais pas quel est leur calendrier, s'ils ont beaucoup de confrontations contre les équipes de la conférence Ouest. On commence par 6 matchs en 10 jours. Pardon? Tu disais 6 matchs en 10 jours pour démarrer. Memphis commence avec 6 matchs en 10 jours alors qu'il y a déjà des joueurs sur le flanc. Il ne faudra pas s'attendre un démarrage en bleu de canon. Mais ce qui m'intéresse, c'est la proportion de matchs contre la conférence Ouest dans les 20 premiers. Et j'ai l'impression que si ce volume est relativement haut de confrontation dans la conférence Ouest, Memphis pourra savoir à peu près comment se situer et comment évoluer au cours de la saison. Après, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est la santé, parce que franchement, 74 joueurs la saison dernière, il y en a marre. Alors, ça a permis à Memphis de tester des role-players et d'en approuver certains. Williams. Ouais, exactement, entre autres, mais ça c'est très bien par contre. Mais voilà, après, bon, Zakidi, effectivement, ce qu'on souhaite, c'est déjà que les chevilles soient plus solides que celles de Yao Ming, et ensuite qu'effectivement, dans le terrain, ce soit optimisé tout de suite, parce que c'est ça finalement le principe, c'est qu'on mise sur un rookie qui doit être optimisé quasi tout de suite pour que Memphis retrouve sa place dans les contenders de l'Ouest, quoi. Oui, j'ai pas beaucoup plus de choses à rajouter. Je vais te redonner la parole à Tom, évidemment. Mais moi, ce que j'avais noté, c'est que malgré les blessures l'année dernière, l'année n'a pas été perdue, comme tu viens de le dire, Greg. On a réussi, malgré une année très, très compliquée et des résultats qui peuvent être qualifiés d'être décevants, d'en tirer certaines choses positives, notamment de découvrir certains profils, etc. Desmond Bane qui a pu continuer aussi sa progression. Elle n'est pas totalement perdue, même si, voilà, en termes de temporalité, comme tu l'as dit, il s'est passé des choses dans la conférence Ouest, donc on verra où on en est. Si on fait 2 ans une autre année comme ça, effectivement, bon là, au bout d'un moment, on peut plus rien y faire. Donc évidemment, on croise les doigts avant toute chose pour que la santé, les problèmes de santé épargnent Memphis. Ensuite, voilà, ce qui est sorti aussi autour de Zakidi, c'est que Ja aimait beaucoup ce profil-là. Il avait envie de jouer autour de retrouver, je pense, un gros pivot. Tu as cité Steven Adams, Tom, je pense que c'est quelque chose qu'il avait envie de retrouver. Et je pense qu'ils vont tout de suite le mettre dans ces conditions-là. C'est un rôle qui n'est pas le plus compliqué, pour faire le parallèle avec Rob Dillingham que j'évoquais jusqu'avant, de plug and play en NBA. Alors ça reste pas évident, bien entendu, mais c'est peut-être pas le plus compliqué là. Parce que oui, ça va dépendre de ce qu'est capable de proposer Zakidi, mais on lui demande pas non plus une production, on lui demande pas d'être une option majeure en attaque, ni une option majeure défensive, même si défensivement, quand tu es le pivot, va quand même falloir faire le boulot. Mais la charge n'est pas si immense que ça, donc moi, ça me pousse peut-être un peu plus à l'optimisme. De là à terminer top 4 avec l'avantage du terrain, je sais pas trop, mais je pense quand même, en tout cas, cette histoire, ce pari fait sens, et comme je le disais juste avant, à préférer l'incertitude du plafond, moi, je trouve qu'au moins Memphis ne s'entête pas à dire bon, on a fait statu quo et on repart comme on était il y a 2 ans. Non, on continue d'avancer et à tester des choses. Ça, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté de l'incertitude avec des jeunes, c'est-à-dire que c'est toujours ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que globalement, on va supprimer des role players importants planchers pour rajouter des joueurs qui peuvent potentiellement évoluer en des joueurs meilleurs. Tu vois, le pari Jake Laravia, c'est ça, le pari Santi Aldama, c'est ça. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir, notamment sur le jeu de demi-terrain, rajouter un maximum de shoot autour de Ja Morant et avoir aussi beaucoup plus de taille. On a vu les profils les profils à la Tyus Jones qui n'est plus là, les Kennedy Chandler qu'ils avaient essayé, il n'est plus là non plus. Donc voilà, les joueurs de petite taille, il y en a pas beaucoup en dehors de Scottie Pippen Jr. Ouais, voilà, Scottie Pippen Jr. Il y a le meneur de l'équipe du Japon qui nous a fait mal, Kawamura. Kawamura, pendant les JO. Mais en dehors de ces joueurs-là, et peut-être Cam Spencer aussi, qui était à Icon l'an dernier, c'est que des tout-ouais, quoi. Comme sinon, Memphis a essayé de drafter des joueurs de grande taille et qui peuvent potentiellement shooter. Autour de Ja. Donc encore faut-il que Ja Morant soit là. Voilà. Voilà. Conclusion parfaite, évidemment. C'est évidemment tout ce qu'on souhaite. Ja Morant et ses nouvelles dents tout au long de l'année sur un terrain NBA. Évidemment, j'étais obligé de parler de ça. C'est quand même la grosse actu des Media Day du côté des Grizzlies. Voilà, on arrive à 2 heures de podcast. Parfait. On arrive à peu près dans les temps du premier épisode. Comme ça, voilà, pas de jaloux au sein de l'équipe Dunk Hebdo. À peu près 2 heures. Et puis, on était obligé de traîner un petit peu sur ce trade des Knicks et des Wolves autour de Karl Anthony Towns. Bien entendu, on était obligé d'en parler.
J'espère que ça vous aura plu. Merci à ceux qui ont écouté tout ce podcast en plusieurs parties peut-être, en une seule ou en plusieurs. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Une nouvelle fois, Greg, est-ce que ça s'est bien passé? Je vais quand même te poser cette question, Greg. Pour moi, c'était parfait. Je laisse les auditeurs juger et les autres membres de Dunk Hebdo juger également, mais j'ai passé un excellent moment. Je reviendrai avec plaisir. Tant mieux parce qu'on compte un peu sur toi, effectivement. C'était un excellent moment. Donc voilà, encore bienvenue, Greg. Tom, comme d'habitude, merci à toi de nous avoir accompagnés pendant près de 2 heures. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve d'ici une semaine pour un nouvel épisode, pour le 3e épisode des previews de Dunk Hebdo. Salut! Salut! Merci à rien.